C'est une conférence ou quoi? On n'a pas besoin. On a l'impression. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, je t'entends. Ah, bonjour. Françoise. Bonjour Françoise. J'ai eu du mal à me connecter. Je t'entends bien. Cool. Super. Oui, je vois l'écran de... D'accord. Alors, Smith, d'accord. Tac. Épinglé. Voilà. Affichage. Cool. Voilà. Allez. Il faut que tu te calmes, c'est le répéteur qui ne marche pas. Il aurait fallu regarder le répéteur avant que tu joues. Parce que hier, il y a eu une coupure de la box et le répéteur ne marche pas. Ça n'a rien à voir avec lui. D'accord?
Oui, Rafik. Oui, c'est bien. Ok, donc on les laisse les emmener. Tu demandes où il l'emmène. Comme ça, on sait où il est. On prendra des nouvelles ce soir. Moi, je pense que. Quelle heure il est 14h30. Il est 14h30. Il est 14h30, vous attendez encore. Oui.
Derniers participants qui sont en train d'arriver s'installer. Je vais demander à tous ceux qui ont leur micro d'allumer de l'éteindre, sauf l'équipe de Révis, évidemment. Et puis je vais peut-être laisser la main à Françoise, si vous voulez démarrer, peut-être présenter l'association et puis ce que vous voulez. Bonjour et bienvenue à tous et toutes. Je suis Françoise de l'association Revie. Nous vous remercions d'être là pour cette visioconférence. Et Johanna Smith va nous présenter l'ICV, une thérapie psychocorporelle qui repose sur la capacité du système corps-esprit de se guérir lui-même. Et bonjour Johanna, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je vais voir au niveau technique. Juste un dernier petit détail. Voilà, il y a encore des gens en train d'arriver, donc je les laisse arriver tranquillement. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais, comme on est quand même assez nombreux, je vais faire des pauses de temps à autre pour vous laisser intervenir avec des questions. Plutôt par le chat, ce sera plus fluide, je pense, pour tout le monde. Et aussi faire signe par le chat si vous avez des soucis techniques, notamment si l'image a du mal à passer, auquel cas je demanderai à ceux qui ont les caméras allumées de les éteindre pour que le flux soit meilleur pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me signaler si vous avez des petits soucis de connexion de votre côté. Et a priori, je ne vois pas de message arriver, donc j'espère que ça fonctionne. Ça a l'air d'aller. Les quelques-uns dont je vois les visages, si je peux compter sur vous pour me faire un signe de tête. Oui, merci. Et puis, a priori, on va pouvoir démarrer. Donc, voilà, je mis la conversation. On a encore des arrivants. Ça marche. Merci Nathalie. Ok, je continue d'admettre les arrivants. Puis on va démarrer. Voilà. Ben, merci de l'association Revie de m'avoir invité à parler de l'ICV, qui est un thème que j'aime beaucoup. Et aussi pour son dynamisme, notamment sur LinkedIn, parce qu'il y a vraiment plein de... Si vous n'êtes pas encore connecté avec Revie Hero sur LinkedIn, c'est le moment de le faire. Il y a vraiment plein de ressources qui circulent et c'est très précieux, je trouve. Donc, je suis vraiment ravie et honorée d'intervenir dans ce cadre-là. Merci à tous de votre présence un samedi de week-end prolongé.
Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'intégration du cycle de la vie, en anglais Lifespan Integration. Après m'être présentée, évidemment, je vous parlerai je vais vous donner quelques bases du cerveau traumatisé, en fait, pour que vous puissiez comprendre ce qu'on fait en ICV, pourquoi on le fait. Et ça dépend directement de ce qu'on comprend à partir des études en neurosciences, notamment, de comment fonctionne le cerveau traumatisé. Et puis après, ça me permettra de décrire plus précisément l'application d'ICV dans les situations d'inceste, puisque c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Ça va jusque-là? Oui? Ok. Donc, je vais reprendre le partage d'écran. Ça va pour tout le monde? Toujours? Ça va? Vous voyez mon écran du coup maintenant? Ok, super. Alors, pour ma part, donc, je suis psychologue clinicienne. Évidemment, je suis aussi formatrice en ICV. Pour juste pouvoir resituer un petit peu pourquoi je vous parle de tout ça, en fait, historiquement, j'ai commencé ma pratique en tant que psychologue clinicienne dans un service de psychiatrie adulte dans les Hauts-de-Seine, qui était dirigé par le docteur Coutenceau. Et c'est un service où on avait une consultation pour les auteurs de violences, et notamment de violences sexuelles en obligation de soins. Et donc, le début de ma pratique en tant que psychologue, ça a été pratiquer la prévention de la récidive auprès de ce public. Donc, j'ai animé beaucoup de psychothérapie de groupe auprès des auteurs de violences sexuelles. Et petit à petit, évidemment, quand on travaille avec ce public, on travaille aussi avec leurs propres antécédents de victimisation, de maltraitance, de carence, de négligence. En parallèle de ça, j'étais en psychanalyse depuis le début de mes études et à un moment donné, j'ai expérimenté le MDR qui m'a vraiment convaincue. Donc, je me suis formée à l'EMDR que j'ai commencé à pratiquer également dans le service. Et puis, dans le service, on avait aussi un service de psychiatrie classique où j'ai commencé à exercer. Donc, j'ai augmenté mon temps dans ce service à ce moment-là. Et aussi une consultation de victimologie. Donc, j'ai commencé à diversifier un petit peu mon activité et notamment à travailler avec des patients qui faisaient des allers-retours, je dirais, entre la consultation externe, donc le CMP, et le service intra-hospitalier, donc avec des moments d'hospitalisation. Et évidemment, parmi ces patients, il y avait quand même une grande quantité de patients qui avaient une histoire traumatique assez importante, généralement assez précoce, et qui posaient finalement pas mal de soucis en termes de prise en charge, qui résistaient à pas mal de choses, notamment les traitements médicamenteux, qui avaient des troubles du sommeil ou des troubles anxieux très importants, qui faisaient des tentatives de suicide dans des moments d'angoisse très importants. Enfin, voilà. Donc, c'était des patients qui m'ont finalement beaucoup appris parce qu'ils m'ont amené à continuer de me former, à trouver d'autres choses et à essayer encore de nouveau d'autres choses. Et c'est dans ce contexte-là que je suis tombée sur l'intégration du cycle de la vie à un moment donné et que j'ai aussi expérimenté sur moi, parce que j'expérimente tout ce que je propose, et qui m'a quand même pas mal convaincue, d'une part pour le travail sur l'intégration de la mémoire traumatique en tant que telle, mais aussi d'autre part pour travailler sur les troubles de l'attachement et les expériences d'insécurité précoce qui, sur l'échelle du bébé, finalement, les moments d'insécurité, c'est aussi du trauma. Donc voilà un petit peu de quoi je vais vous parler aujourd'hui, parce que dans la situation incestueuse, il y a les passages à l'acte en tant que tel, donc le trauma en tant que tel, et puis il y a un contexte, et un contexte familial et souvent un contexte d'attachement qu'on va également bien souvent avoir à réparer chez ces patients que je reçois. Donc depuis quelques années maintenant, j'exerce uniquement en libéral, et puis je suis également formatrice en ICV, je donne quelques cours à la fac, et puis j'ai écrit un certain nombre de livres pour essayer de diffuser un peu l'information, donc dans un premier temps en criminaux, et puis plus récemment plus au niveau victimo et sur l'ICV évidemment. Voilà ce qui m'amène parmi vous aujourd'hui. Ça va, le son est bon? Vous arrivez à me suivre? Ok, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par quelque chose un petit peu technique, mais vous allez voir, au-delà des termes techniques, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit, en fait. C'est de comprendre ce qui se passe au niveau cerveau. Donc, attention les yeux, voilà ma première diapo avec une petite dimension un peu technique. Je me suis permis de reprendre dans le livre que je trouve absolument extraordinaire de Bessel van der Kolk, qui s'appelle « Le corps n'oublie rien ».
Donc, si vous vous intéressez au trauma, en particulier si vous êtes professionnel et que vous ne l'avez pas lu, c'est absolument à mettre sur le dessus de votre pile, à mon avis, urgemment. Et donc, ce petit schéma, en fait, j'ai mis des petites couleurs pour qu'on s'y retrouve un petit peu, mais finalement, les zones, on s'en fiche un peu. Ce que je vais décortiquer, c'est ces zones, qu'est-ce qu'elles nous disent? C'est-à-dire ces zones qui sont activées dans la mémoire traumatique et qui posent problème. Quand on regarde le cerveau de quelqu'un de traumatisé qui évoque son expérience traumatique versus quelqu'un qui évoque un souvenir ordinaire, voilà les zones qui ont un fonctionnement, je dirais, surprenant, anormal, différent. Et qu'est-ce que ça nous dit d'expérience traumatique? Parce qu'à partir de ce que ça nous dit d'expérience traumatique, on va comprendre de quoi le cerveau a besoin, finalement. Et ça va, l'ICV va complètement découler de cette logique, en fait. Donc, ça paraît assez limpide une fois qu'on a compris exactement le sujet, l'enjeu. Alors, ici, j'ai repris un petit peu les mêmes petites couleurs pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. On a le thalamus. Alors, le thalamus, l'idée, c'est que c'est un centre qui va récolter nos sensations, la plupart de nos sensations corporelles à l'entrée du cerveau et qui va commencer à faire une première impression globale de ce qui est en train de nous arriver. Très, très rapide, très globale, vraiment pas très fine, mais qui va nous donner une petite base de sensation de cohérence de notre expérience. Donc, j'ai des informations auditives, des informations tactiles, des informations visuelles, bref, et tout ça, ça fait une première rencontre finalement de qu'est-ce que je vis là en ce moment dans mon corps. Dans le trauma, le thalamus, en fait, il nous protège pour pas qu'on se rende compte trop fort de ce qui nous arrive. Et donc, ce petit travail basique de préintégration, il le fait moins bien, ou il le fait pas, ou presque pas. Ce qui veut dire que ça va déboucher sur une sensation de sensation éclatée, on va dire, et dans les cas les plus extrêmes, sur ce qu'on appelle la déréalisation et la dépersonnalisation. Donc, sur cette sensation que ce qui m'arrive, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait réel, ou encore que ce qui m'arrive, c'est pas à moi que c'est en train d'arriver. Okay. Évidemment, je sursimplifie volontairement parce que ce soit le thalamus ou le thalamus et une autre structure, peu importe, ce que les études ont mis en évidence, c'est que cette fonction-là de préintégration basique est mise en échec finalement dans les moments traumatiques et dans la mémoire traumatique, ce qui est évidemment le fond du problème. Donc, le détail des structures, c'est un petit peu accessoire, je dirais. Évidemment, beaucoup de gens savent que l'amygdale est impliquée. Alors, je vois qu'on me demande bibliographie. La dernière diapo sera une biblio, donc je vous rassure, vous aurez des petites références. Donc, l'amygdale est impliquée dans l'état d'alarme et l'hypervigilance, donc toutes les réactions de sursaut. Et en fait, même en ce moment, votre amygdale est en train de travailler, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle la neuroception, et l'amygdale y contribue beaucoup, c'est la détection du danger. Donc, on est constamment, pour notre propre survie, avec une partie de notre cerveau qui surveille. Est-ce que dans mon environnement, je suis tranquille, je peux continuer de faire cette conférence, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nécessite que je vous quitte parce que je suis en grand danger? Évidemment, dans la mémoire traumatique, ce qui pose problème, c'est que l'amygdale va, et on va voir pourquoi, dépister à tort comme dangereuses des situations qui ne le sont pas, par association avec l'expérience antérieure, évidemment. Donc, le cas de figure le plus simple, ça va être j'ai eu un accident de voiture et quand je monte dans une voiture, j'ai un trouble de stress post-traumatique et du coup, je me mets à trembler, même si la voiture est à l'arrêt, même si je suis peut-être même pas à la place du conducteur, j'ai le palpitant qui commence à s'emballer, des sueurs froides, etc. Bon, bref. Ou j'ai des cauchemars avec des accidents, etc. Merci de couper vos micros. Hein. Et donc ça, c'est vraiment le signe que l'amygdale ne fait pas les bonnes associations, ne détecte pas de façon pertinente à partir de l'expérience antérieure. Donc elle est censée aller puiser dans notre banque de données d'expérience antérieure au niveau de l'espèce et au niveau individuel ce que c'est que le danger, qu'est-ce qui est dangereux pour moi. Et le souci, c'est que plus on vit des dangers anormaux dans l'enfance, au moment où notre cerveau est en train de se développer, plus le cerveau il se développe en référence avec ça. Donc, c'est-à-dire qu'il emmagasine, comme il est en train de se construire, il emmagasine l'expérience comme étant représentative de ce que c'est que la vie et de ce contre quoi je vais avoir à me défendre ultérieurement. Donc, si j'ai emmagasiné que à la maison, il y a du danger et que je ne peux pas être protégée parce que mon frère, par exemple, est violent ou mon père est incestueux, ça mine ma représentation même
de la relation avec les gens de ma famille, de la relation avec les hommes, de la relation avec moi-même quand je suis seule à la maison, par exemple. Je pense à une de mes patientes, elle a vécu beaucoup de dangers dans sa maison, et quand elle est seule chez elle, elle a peur. Donc, elle a assimilé que même chez elle seule, elle est en danger. Donc, il y a toutes ces associations qui vont se faire de façon abusive, entre guillemets, parce que le cerveau ne sait pas que ce qu'il vit est une expérience biaisée, que le monde n'est pas vraiment comme ça. C'est un échantillon pas représentatif. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on va avoir à prendre en compte pour le traitement, évidemment. Ensuite, il y a évidemment l'orientation, enfin évidemment, le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex préfrontal, de façon générale, est assez important dans cette clinique, et notamment dans l'engagement de l'orientation dans le temps. C'est-à-dire que concrètement, on va avoir une expérience où la sensation du temps qui passe et la sensation de la durée de ce qui nous arrive et la sensation du fait que ça va avoir une fin est fortement perturbée. Donc, on va avoir cette sensation que quand on revit l'expérience traumatique, que c'est encore en train d'arriver. Est-ce que je vois qu'il y a des gens qui ont des difficultés à voir les slides ou les diapos? Est-ce que tout le monde les voit là, maintenant? Ouais, est-ce que ça aide si je passe en mode... Attendez, je vais voir ça. Alors, est-ce que ça aide? Ça ne va pas m'aider moi, donc non, je ne vais pas faire ça. Désolée, je reviens en arrière, sinon ça va pas être très visible pour vous. Ok, autre partie du cortex préfrontal qui est engagée, c'est le cortex préfrontal médian. D'une façon générale, tout ce qui est au niveau médian, c'est très engagé dans le rapport à soi-même, la conscience de soi. Et donc, une des fonctions qui va être perturbée dans le trauma, c'est cette capacité à faire le lien entre l'analyse cognitive et le vécu émotionnel. Donc, on a potentiellement un risque de déconnexion entre je sais que ce n'est pas normal ce qui est en train de m'arriver, et en même temps, ce que je ressens, c'est que si c'est papa qui me le fait, c'est forcément une bonne chose. Et donc, ça déconnecte évidemment ces deux types de réalités et qu'il est très difficile de reconnecter ensemble pour un enfant encore plus. Ensuite, il y a une autre structure, c'est l'hippocampe, qui semble très impliqué dans l'intégration dans l'espace et dans le temps de notre expérience personnelle et qui travaille notamment pendant le sommeil paradoxal. Et on sait que les gens qui ont un trouble de stress post-traumatique ont un sommeil paradoxal souvent beaucoup plus perturbé, souvent plus court. Et c'est terrible parce que c'est eux qui en ont le plus besoin, en fait. Et il se trouve que pendant ce temps de sommeil paradoxal, il y a un travail associatif qui se fait. C'est-à-dire que le cerveau va faire des liens entre des expériences antérieures et puis l'expérience de la journée passée, par exemple, et essayer de comparer les situations entre elles pour en tirer les conclusions les plus utiles. Et c'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil, parce que si le travail a bien été fait le lendemain matin, même si on a vécu quelque chose de pas très agréable la veille, un conflit au travail ou autre, on a plus de recul, on est plus calme, on a peut-être trouvé une solution, des idées de résolution possibles, etc. Et précisément quand il y a du trauma, ce travail d'intégration est particulièrement difficile parce que quand l'hippocampe et le travail associatif de façon générale va tomber sur quelque chose qui ressemble à l'épisode traumatique qui n'a pas été digéré, ça va déclencher l'amygdale, ça va déclencher l'état d'alarme et potentiellement le réveil. Donc par exemple avec des cauchemars traumatiques ou juste des réveils en état d'hypervigilance. En particulier quand les agressions ont eu lieu la nuit. C'est-à-dire que si en plus le lit n'a pas été associé à un endroit de sécurité, mais au contraire un endroit de danger, là je trouve que vraiment on a une très très grosse désorganisation du sommeil potentiellement chez ces personnes-là. Ce qu'on observe également, c'est que le trauma, c'est essentiellement un processus qui se déroule dans l'hémisphère droit. On a une extinction de l'hémisphère gauche, et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une expérience très sensorielle, émotionnelle, qui est très difficile à mettre en mots. C'est-à-dire que les aires impliquées dans le langage sont plutôt éteintes et vont être difficiles à réactiver. Donc, la thérapie verbale peut être limitée. Évidemment, c'est ce qu'on cherche à faire, que le patient puisse en parler, puisse en être capable, mais en même temps, lui demander d'utiliser l'outil qui est le moins allumé quand il est connecté à son expérience traumatique, c'est peut-être pas ce qui est le plus facile pour tout le monde. Donc, généralement, pour avoir coordonné un livre qui s'appelle « Psychothérapie de la dissociation et du trauma », où toutes sortes de collègues assez spécialisés ont exposé leur façon de travailler, ce que j'ai observé, c'est que le point commun dans toutes les approches psychothérapeutiques du trauma, c'est cette attention au corps
et à l'état émotionnel du patient, à le maintenir dans un état émotionnel supportable pendant les séances. Et que c'est ça qui va favoriser à terme que la mise en mots soit possible, mais que ce n'est pas toujours la mise en mots qui va être utilisée comme moyen thérapeutique. Et puis évidemment, il y a l'implication du système sympathique avec des réactions de stress en fait, qui vont mobiliser vers des tentatives de fuite ou de combat. Je pense à une de mes patientes victimes d'inceste qui me racontait qu'elle a fait de façon très très répétée, j'ai plusieurs patients comme ça d'ailleurs, des rêves de fuite. Et des rêves de fuite sans forcément y arriver, malheureusement, donc qui se réveillaient avec un cauchemar finalement. Et puis, quand cette stratégie de fuite ou combat s'avère être inopérante, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une forme d'habituation du système de stress. C'est-à-dire que si le danger persiste malgré l'activation du système sympathique, en fait, c'est trop coûteux pour le système de stress, pour l'organisme. Donc, l'organisme s'adapte. Et il y a une métaphore que Bessel van der Kolk utilise que j'aime beaucoup. Il dit finalement, c'est comme si on avait un détecteur de fumée. Et imaginez que ce détecteur de fumée, chez vous, au lieu de le mettre dans le couloir, là, ou un endroit sensé, il a été mis juste au-dessus de votre cuisinière. Et donc, au moindre petit écart de cuisine où vous avez quelque chose de brûlé ou qui fume un peu, évidemment, ça va déclencher le détecteur de fumée. Là, on a le parallèle, ce serait, on a un enfant qui est dans une situation où il y a de la maltraitance de façon répétée, à laquelle il ne peut pas s'extraire, que ce soit par fuite ou combat, du fait de sa situation d'enfant, tout simplement. Et donc, la façon de s'adapter, tout comme avec la cuisinière, finalement, pour pas que ça sonne tout le temps, pour pas que le système d'alarme sonne constamment, ça va être d'augmenter le seuil de détection. Donc, on va augmenter le seuil à partir duquel le détecteur de fumée va détecter un danger et signaler un danger, mais le système de stress va fonctionner de la même façon. Donc, il va, d'une certaine façon, ne plus réagir à un certain niveau de danger, mais ne réagir que si le danger atteint un seuil un petit peu plus élevé. Et ça, c'est très problématique parce qu'une fois extrait de la situation dangereuse, et en particulier si elle a lieu dans l'enfance, au moment où le cerveau est en plein développement, le cerveau il se construit en fonction de la stimulation qu'il reçoit. Donc ces situations-là, à cette période de la vie, sont particulièrement dommageables parce qu'une fois extrait de ce milieu, de ce niveau de danger, si le cerveau ne peut pas faire ce travail de réintégration de « ok, c'était dangereux dans ce contexte-là, mais la vie, d'une façon générale, n'est pas à un tel niveau de danger », ça donne des gens qui ne détectent pas suffisamment certains types de dangers suffisamment tôt. Et ça explique notamment pourquoi certaines personnes vont se retrouver dans des situations de violence conjugale à l'âge adulte, alors que dans l'enfance, elles ont subi des maltraitances. Et pour le grand public, on se dit, mais comment c'est possible? En fait, elle a été maltraitée dans l'enfance et elle se retrouve dans un couple où elle va être victime de violences physiques. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que c'est des personnes qui ont, entre guillemets, une tolérance à certains types de violences ou d'interactions, une anesthésie, en fait, qui les met en danger, qui ne leur permet pas de se protéger de façon adaptée dans certains types d'interactions et qui vont réagir trop tard, entre guillemets, et qui souvent font réagir très fort les soignants qui se disent mais comment elle peut tolérer de rester dans ce couple-là en fait, avec ce niveau de danger au quotidien. Donc, dans le système parasympathique, on a des mécanismes de figement, d'anesthésie et de dissociation de façon générale qui vont être ce qui a aidé l'espèce à survivre en fait en dernière instance. On a un certain nombre de vidéos d'animaux qui sont donc de proies qui sont attrapés par un prédateur et en faisant le mort, entre guillemets, c'est la seule chance qui leur reste de s'en sortir. Si le prédateur, les pensant morts, les laisse dans un buisson, va chercher ses petits, ou chasse un autre prédateur, par exemple, qui est en train d'essayer de profiter de la situation. Et il y a un certain nombre de petits documentaires animaliers qui mettent en évidence ces mécanismes-là et comment c'est la seule chance de survie quand il n'y a plus de chance possible, en fait, cette stratégie-là. Donc, c'est vraiment, quand quelqu'un présente des mécanismes de figement, c'est vraisemblablement qu'il a été confronté à une peur de mourir, donc à une peur très, très intense, et que son système s'est réfugié dans les dernières stratégies possibles, et ce qui est là aussi encore, évidemment, potentiellement très dommageable. Donc, voilà un petit peu pour le petit portrait de la situation. Et du coup, concrètement, voilà les quelques conclusions que j'en tire. Pour le cerveau, la mémoire traumatique, c'est... Attendez, j'ai un petit souci. C'est du trauma. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que ce n'est pas un souvenir, en fait, pour le cerveau, la mémoire traumatique. C'est vraiment en train d'arriver.
Donc, quand on voit que tout le déclenchement hormonal lié à la détection, enfin, et à la réaction de la peur et au fait de lancer les réactions de fuite ou combat est amorcé jusqu'en le patient ou la personne se remémore l'épisode traumatique, ça veut bien dire quelque chose. Et pour moi, l'expression souvenir traumatique n'a pas de sens. C'est-à-dire que si c'est un souvenir précisément, c'est pas traumatique. C'est-à-dire que pour moi, le souvenir, c'est ce à quoi on aboutit quand le patient, que ce soit en thérapie ou dans toutes sortes de circonstances dans sa vie, a réussi à dater l'expérience et à l'archiver comme ça y est, c'est passé, je sais que ça m'est arrivé, ça me fait quelque chose que ça me soit arrivé, mais je ne suis plus en train d'essayer de faire face comme si c'était en train de m'arriver pour de vrai. Ça, c'est une grosse différence entre un souvenir et la mémoire traumatique. Ce que je peux en conclure aussi, c'est que c'est une expérience où il y a pas ou peu de mots, beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions qui peuvent être très intenses et qui peuvent amener à passer à l'acte pour que ça s'arrête, que ce soit avec des conduites addictives, que ce soit avec une tentative de suicide ou du passage à l'acte même agressif, auto-agressif ou hétéro-agressif. Ça peut aussi être lié à des mécanismes de déréalisation, de dépersonnalisation, donc qui permettent de ne pas sentir, tellement ça a été insupportable et intense, mais aussi de ne pas réaliser, de ne pas mesurer la gravité de ce qui leur est arrivé, et ça, c'est évidemment beaucoup plus problématique pour l'avenir. Donc, il y a une réaction de peur. Il y a une sensation de nouveauté aussi, des études qui ont mis en évidence que dans la mémoire traumatique, les aires du cerveau liées à quand je fais une expérience nouvelle, s'active. Ça, c'est dramatique parce qu'à chaque fois que la personne a des flashs liés à sa mémoire traumatique, elle a cette sensation que non seulement c'est vrai, c'est dangereux, c'est en train de lui arriver, c'est très intense, c'est dur à nommer, mais en plus, c'est quelque chose de nouveau. Donc vraiment avec cette sensation de ne pas savoir que c'est quelque chose qui est déjà passé, qui est déjà arrivé. Ça aussi, du fait de l'implication des systèmes cérébraux liés au temps, comme on l'a vu précédemment, la sensation que ça n'aura pas de fin. Et c'est pour ça que ça peut générer autant de passages à l'acte, parce que c'est très difficile sur le moment de se rationaliser, de se dire j'ai un flash traumatique, mais peut-être que dans un quart d'heure, une demi-heure, une heure, demain, ce sera fini. C'est pas du tout comme ça que c'est vécu, évidemment, de l'intérieur. Et puis, il y a souvent cette déconnexion entre les pensées et les émotions. C'est aussi pour ça que c'est très dur de se rationaliser, parce que les gens peuvent savoir qu'ils sont en train de faire une attaque de panique ou avoir un flash traumatique. C'est évidemment pas ce qui les aide, d'autant qu'au niveau de la régulation du stress, en fait, dans le système du nerf vague, par exemple, on a 20% de l'information qui descend du cerveau vers le corps et 80% du corps vers le cerveau. Donc, pour se réguler, c'est beaucoup plus raisonnable, comme pari, d'utiliser le corps que d'utiliser les pensées. Vous voyez ce que je veux dire ? Les pensées vont être assez peu efficaces ou efficaces dans des situations d'intensité faible ou modérée pour apaiser le corps, là où des interventions corporelles, comme toutes sortes de choses, la pratique du yoga, la pratique de la pleine conscience, la relaxation, ou toutes sortes d'autres choses qui sont utilisées couramment dans ce domaine, vont souvent être beaucoup plus efficaces pour réguler les flashs, notamment traumatiques. Et puis, bien sûr, tout ça, ça génère des réactions de fuite, de combat, de figement, qui vont parfois se manifester dans la vie quotidienne face à des situations qui sont des déclencheurs, donc des situations que l'amygdale recense à tort comme équivalentes du danger traumatique passé. Et donc, ça peut amener quelqu'un, par exemple, à se figer face à son chef de service qui est abusif, enfin qui est menaçant, alors qu'en tant qu'adulte, il aurait d'autres stratégies possibles pour se défendre, mais il sort les stratégies du passé parce que ce passé n'est pas passé, justement. Je vais faire un petit point sur est-ce qu'il y a des questions à ce stade avant que je passe à la suite. N'hésitez pas à m'envoyer une petite question sur le chat que je suis en train de surveiller. Ça va jusque-là? Donc, désolée pour la révision pour ceux qui connaissent déjà peut-être tout ça, mais je crois que c'est utile d'avoir les idées claires et d'être tous sur la même base. Alors, est-ce que vous pourrez avoir les slides? Moi, j'ai rien contre, mais je ne sais pas trop par quel... moi, je me tourne vers Françoise. Par quel intermédiaire on peut vous passer ça? C'est OK pour moi. Et de toute façon, il y a un enregistrement, donc je pense que ça, ce sera diffusé. Donc, vous aurez aussi accès par cet intermédiaire-là. Oui. Je vois la question. Oui, pardon, Françoise. Et sinon, si vous pouvez nous les faire parvenir, on pourra faire la distribution des slides sur demande. Super, OK, voilà.
Merci beaucoup. Et je vois, est-ce que la mémoire traumatique se manifeste par les rêves? Ben oui, bien sûr. C'est une des manifestations bien connues, notamment chez l'enfant, mais pas que. Puisque en fait, le travail du rêve, il se fait notamment pendant cette phase du sommeil paradoxal. Oui, je vais faire ça. Je vais poster le fichier dans le chat. C'est une bonne idée tout à l'heure, à la fin. Donc, le travail du rêve, il se fait notamment pendant cette phase de sommeil paradoxal, qui est une phase extrêmement associative, qui va nous permettre, si tout va bien, d'intégrer l'expérience, et notamment l'expérience de la veille. Donc, oui, ça se manifeste beaucoup pendant les rêves. Je vois une autre question, est-ce qu'il faut retrouver la mémoire pour pouvoir soigner? À mon avis, pas nécessairement. En tout cas, en ICV, ce n'est pas nécessaire. Donc, je pense que dans d'autres approches, probablement non plus. Et je vais vous en dire un petit peu plus, puisque à partir de ce qu'on s'est dit là, ça nous donne une idée de ce dont le cerveau a besoin, en fait, de quoi il a besoin pour pouvoir favoriser, relancer ce processus d'intégration qui n'a pas pu se faire, en fait. Excusez-moi, la comparaison peut-être un peu triviale, mais j'ai pas mieux. C'est un peu l'image de l'indigestion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de trop énorme pour le système pour que ça puisse être intégré, digéré, réduit en petits morceaux et associé au reste de l'expérience. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour favoriser le classement, l'archivage de cette expérience au sens de je sais que ça m'est arrivé, je sais que c'est grave, je sais le situer en termes d'appréciation de l'expérience, mais je sais aussi que c'est fini. Et c'est surtout ça qui va favoriser le fait qu'il n'y ait plus de symptômes, en fait. C'est que le cerveau ne réagisse plus comme si c'était encore en train d'arriver. Donc, on n'a pas besoin de retrouver le détail de tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, on se souvient rarement de tout ce qui s'est passé, surtout quand c'est des expériences répétées sur un certain nombre d'années. Elles sont un peu assimilées entre elles avec quelques souvenirs saillants, me semble-t-il. Mais on va avoir à trouver un accès à cet endroit de notre système nerveux pour montrer que c'est fini, faire l'expérience que c'est fini. Oui, on peut avoir des problèmes digestifs parce que le système de stress est quand même très intriqué. Mais c'était juste une métaphore. Hein. est quand même très intriqué à la digestion. Donc, ça a un impact direct. Et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder un petit peu le circuit du nerf vague qui va jusque dans les intestins. Et dans les réactions de figement les plus extrêmes, on peut tout à fait, dans la situation elle-même ou dans un contexte de réactivation, avoir des diarrhées et perdre ses selles, par exemple, dans les cas de stress très intenses. Là, c'est vraiment flagrant, mais dans les réactivations modérées, ça va l'être moins, mais ça existe quand même. Du coup, je passe à la suite et j'en déduis un petit peu les stratégies thérapeutiques, puis après, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait en ICV. Mais ça me semblait intéressant d'avoir plutôt un propos plus général, parce qu'en fait, ce qui compte, à mon sens, ce n'est pas l'ICV ou autre chose, c'est de comprendre de quoi le corps et le cerveau ont besoin, finalement, pour aller mieux. Donc, en gros, si le thalamus il a du mal à faire cette intégration de nos sensations corporelles, ce dont on s'est rendu compte, et là aussi, je vous invite à vous reporter au livre de Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien, il décrit bien ça, et notamment toutes les techniques qu'il a testées dans son centre de traitement du trauma aux US. C'est par exemple du yoga, du théâtre, de l'impro. Enfin, il a vraiment testé pas mal de choses qui sont bien au-delà de la thérapie et c'est ça qui est super intéressant à mon avis. C'est tout ce qui va renforcer cette sensation d'être présent, stimuler les sensations corporelles, stimuler l'ancrage. Et ça peut être des choses toutes simples comme des activités qui stimulent les réflexes, comme certains sports, comme du tennis, enfin, ça n'a pas besoin, ou de la zumba, tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est réflexe. C'est des choses qui sont difficilement compatibles avec la mémoire traumatique, en fait. C'est difficile d'être en train de jouer au tennis, d'être pleinement là et d'avoir un flashback. Donc, ça va majorer le nombre d'informations qui entrent dans le cerveau sur regarde où t'es, ici et maintenant, regarde ce qui se passe. Évidemment, tout ce qui contribue à apaiser, relaxer, donc relaxation, sophro, pleine conscience, cohérence cardiaque, ça va quand même être très indiqué généralement. Alors avec au cas par cas, hein, ça peut être difficile pour certaines personnes au début, donc on va vraiment ajuster, voir comment on peut rendre les choses accessibles avec une marche après l'autre sur l'escalier, on ne veut pas aller tout en haut d'un coup. Tout ce qui va aider, là encore, à se connecter au présent, évidemment, et puis tout ce qui va aider à reconnecter le cognitif et l'émotionnel, le fait de nommer ses sensations, de les entendre nommer, et c'est là, à mon avis, entre autres, que les groupes de parole peuvent être super intéressants, d'avoir d'autres personnes qui nomment leur expérience, qui partagent leur expérience, qui vont commenter l'expérience des autres. Ces groupes d'entraide, c'est quand même assez fondamental, je trouve.
Et puis, relancer cette sensation du temps qui a passé, ça on va en parler notamment avec l'ICV. Et puis, en fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est que comme beaucoup de choses se passent au niveau de l'hémisphère droit, il faut vraiment que nous, les psys notamment, on se rééduque à travailler, à communiquer aussi avec l'hémisphère droit. Donc, à pas juste être dans le rationnel avec le patient, mais par exemple, la métaphore du détecteur de fumée. Donc, tout ça, c'est des images, des métaphores qui vont être très utiles et beaucoup plus utiles que toutes sortes de raisonnements pour véhiculer un message, pour faire comprendre aux patients quel est le problème, ce qu'on peut faire, comment on va travailler, etc. Donc, de ne pas négliger cet aspect-là de la problématique, finalement. Et puis, aussi, on sait que l'ocytocine, comme vous savez, c'est la fameuse hormone de l'amour, c'est beaucoup engagé dans l'attachement, évidemment. C'est en fait quelque chose qui inhibe le stress et réciproquement. Alors, quand on est stressé, on n'a pas tellement, n'est pas très disponible pour l'autre, mais inversement, quand on est face à soi quelqu'un qui est engagé relationnellement, qui est disponible, ça a souvent tendance à aider la diminution du stress, sauf si évidemment c'est un déclencheur. Donc ça va aussi être quelque chose d'important à avoir en tête pour les thérapeutes. Alors du coup, comment on va soigner un trauma concrètement ? Pour que le cerveau puisse apprendre, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il faut qu'il connecte quelque chose, il faut qu'il sente un tout petit peu quelque chose, pas qu'il soit complètement anesthésié. Donc pour certains patients, ça va être un peu ça le défi, c'est d'arriver à les reconnecter un tout petit peu à leur corps. Mais en même temps, il faut que cette émotion elle reste d'une intensité tolérable. C'est-à-dire que si le patient se met à ce qu'on appelle nous à réagir, c'est-à-dire une émotion extrêmement intense et être bouleversé, c'est plutôt quelque chose qui va être à risque de consolider sa mémoire traumatique, de la renforcer, autrement dit. Et ça, c'est évidemment très, très contre-productif. Autrement dit, une des premières choses qu'un thérapeute du trauma va avoir à vraiment monitorer, c'est le niveau d'intensité émotionnelle pendant la séance et en dehors de la séance. Et ça, c'est une des premières choses qu'on commence à faire, finalement, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation. Donc, c'est de donner un peu toutes ces infos que je viens de vous donner aux patients, de façon un peu moins technique et en fonction de ce qu'il a envie de savoir ou besoin de savoir. Il y a des patients qui s'en fichent un peu de comprendre, et puis d'autres qui ont besoin de tout avoir décortiqué. Donc, au cas par cas, mais qu'en tout cas, on ait une bonne collaboration sur que le patient et le thérapeute monitorent l'état du patient pendant la séance et soient bien d'accord sur le fait qu'au-delà d'un certain niveau émotionnel, ça va être contre-productif. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper ça autant que possible? Et si jamais, malheureusement, ça arrive, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Donc, quelle que soit la thérapie du trauma, cette question-là va être assez essentielle à mon avis. Donc, l'objectif, ça va être le fait de sentir que le trauma est fini, puisque c'est cette sensation du fait que c'est encore vrai, encore un danger, qui fait que tout le système de stress se déclenche, donc d'éteindre cette réaction de stress, et à terme, que le patient puisse y penser sans réagir et sans être anesthésié pour autant, c'est-à-dire pouvoir ressentir de la bienveillance, la compassion pour l'enfant qu'il a été, par exemple, donc sans être indifférent émotionnellement, mais qu'en même temps, il n'y ait plus, quand il repense aux événements traumatiques, des sensations corporelles, parasites, et encore moins des émotions très intenses, évidemment. Donc, on va vraiment surveiller, comme je disais précédemment, que le patient reste dans une intensité tolérable pendant et après la séance, autant que possible, et prévenir, réajuster dès que nécessaire pendant et après les séances. Et donc, pour tout ça, toute cette psychoéducation, c'est-à-dire de communiquer ce qu'on sait, nous, entre guillemets, en tant qu'experts techniques, au patient qui, lui, est perçu comme un expert sur lui, sur son histoire, sur ce qu'il vient chercher aussi, ce qu'il a envie de changer ou pas, quelle est sa priorité, ses sensations corporelles, etc. Et qu'on puisse établir une collaboration entre experts, où chacun a son domaine, en quelque sorte, et donc partager pour pouvoir être plus efficace. Donc ça, c'est un état d'esprit très, très particulier et très spécifique, surtout quand on a ce qu'on appelle du trauma complexe. C'est-à-dire si on a quelqu'un qui, finalement, dès le début de sa vie, de la part de ses figures d'attachement, donc de la part de ses parents, a reçu, je vais le dire de façon gentille, n'a pas reçu suffisamment de bienveillance. Donc, soit a été négligé, soit il y a eu des maltraitances, mais il a eu des parents qui étaient très perturbés, très stressés, pas disponibles, enfin, quelles que soient les raisons, finalement. Dans ce type de patient ne va pas avoir dans son petit trésor personnel suffisamment reçu de bienveillance
pour que si nous, on est neutre en face, il s'attend à de la bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que son cerveau s'est développé dans un environnement où ce à quoi il a été habitué, ce n'était pas assez de bienveillance. Et donc, s'il se trouve face à un intervenant qui est très neutre, qui est bienveillant en fait, mais qui est neutre, c'est-à-dire qu'il ne manifeste pas de façon suffisamment explicite, ça ne va pas être évident pour lui. Et donc, on ne va pas pouvoir construire cette collaboration thérapeutique. Donc, pour moi, c'est très important qu'on puisse dire ce qu'on pense, comment on comprend les choses, et notamment au niveau technique, ce qu'on envisage, ce qu'on pourrait proposer, comment on va pouvoir travailler, de se mettre d'accord en fait, là-dessus avec le patient pour établir la meilleure collaboration possible. Alors, on en vient un petit peu à l'ICV quand même, dans tout ça. Donc, un petit mot d'historique, c'est Peggy Pace, une psychothérapeute américaine qui, en 2002, a découvert l'ICV. Donc, elle pratiquait le MDR et parfois en séance de MDR, quand on traite un trauma, on a besoin d'y revenir plusieurs fois. Donc, des fois, à la fin de la séance, l'état émotionnel du patient n'est pas encore vraiment stable. Et elle s'est retrouvée dans cette situation-là, puis elle... je ne sais pas comment ça lui est venu, mais en tout cas, ça lui est venu avec un patient qui était bloqué à 11 ans, mettons, lui dire, mais vous vous souvenez de quelque chose de vos 12 ans, puis est-ce que vous vous souvenez de quelque chose de vos 13 ans, puis vous vous souvenez de quelque chose de vos 14 ans, et ainsi de suite, jusqu'à l'âge actuel. Et puis, coup de chance, il se trouve que ce patient, il avait une capacité qu'on n'a pas forcément tous, je ne sais pas vous, mais en tout cas, de retrouver comme ça un souvenir par année. Et elle s'est rendue compte que ça l'avait aidé à se recaler en fait, dans le présent, dans qui il était ici et maintenant, et à pouvoir sortir en étant bien. Donc évidemment, ça l'a encouragée à recommencer. Et à un moment donné, elle a eu le sentiment que les patients avec lesquels elle pratiquait cette petite manœuvre de fin de séance évoluaient mieux que les autres. Et donc, elle s'est dit, bon, là, il faut que je sois un peu méthodologique et que j'essaye de travailler juste avec cette petite liste de souvenirs pour voir ce que ça donne, juste ce travail-là. Et c'est là qu'a été finalement créé l'ICV. Donc, je vais revenir un petit peu sur la technique. Assez rapidement, elle a écrit son bouquin, donc qui est maintenant traduit en français, qui s'appelle Pratiquer l'ICV, et en pensant que ça suffirait. Puis, ça ne suffisait pas à ce que les gens sachent pratiquer. Et assez rapidement, elle a été sollicitée pour animer des formations, et elle est venue en France en 2008 et en 2010 pour les premières fois. Et puis, à partir de 2012-2013, donc on était un petit noyau à organiser les formations en France. Et puis, petit à petit, c'est quand même pas 20 ans que ça existe, hein, donc la recherche se met en route. Et l'année dernière, on a été très, très heureux de voir en Suède, grâce à l'équipe du WAMSA, donc un centre de traitement pour les victimes de viols et d'agressions sexuelles, la première étude qu'on appelle, nous, les petits randomisés double aveugle, c'est-à-dire qui compare des gens traités avec l'ICV pour ce type d'événement avec des gens qui sont en liste d'attente, donc qui attendent 3 semaines. Et puis, au bout de 3 semaines, on voit comment ils ont évolué d'un groupe à l'autre et on compare. Et les résultats, la différence entre les deux groupes était très nettement supérieur à ce qui était espéré, à ce qui était attendu. Donc, le résultat de l'étude est très, très positif. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette étude, et ce que je constate aussi en pratique de l'ICV, c'est qu'elle porte sur une séance unique. Donc, contrairement aux traitements qui sont validés pour l'instant, comme les TCC ou même la thérapie de la consolidation ou le MDR, où le MDR, ça peut être 1 à 3 séances généralement, mais dans les autres pratiques, c'est plusieurs séances. On a des taux d'abandon importants, en fait, parce que quand les gens reculent un peu à travailler sur le trauma, ça peut vraiment se comprendre, ce n'est pas forcément des séances très agréables. Et donc, ils peuvent abandonner le traitement en cours de route. Et je pense que là, il y a vraiment un avantage super intéressant à l'ICV de tout faire en une fois. Alors, c'est des séances un peu longues, puisque c'est 1h30 à 2 heures, hein, c'est quand même des séances conséquentes en durée. Mais ce dispositif met en évidence une amélioration significative, statistiquement et vraiment nette, avec une seule séance, qui est quand même un vrai progrès scientifique à mon avis. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Donc voilà où on en est, avec pas mal de projets de recherche qui sont en train de se mettre en route, notamment en France, où les universités sont assez actives là-dessus. On a aussi le GHU Neurosciences, donc Sainte-Anne, à Paris, qui travaille sur un projet de recherche sur l'ICV. Donc tout ça, c'est vraiment très encourageant. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais quand même dire comment ça fonctionne. Donc on va traiter évidemment des traumas, mais aussi tout ce qui touche aux difficultés de régulation émotionnelle, c'est en gros à des expériences d'insécurité très précoces.
Oui, je vois Françoise qui dit qu'elle a 20 séances d'ICV, mais en fait, ce n'est pas sur un trauma. Là, je parle l'étude, c'est sur un trauma unique. Quand on travaille sur la régulation des émotions, les troubles dissociatifs, les troubles d'attachement et les choses répétées de l'enfance, là, effectivement, ce serait franchement mensonger de vous dire que quelque chose qui s'est installé en 18 ans va être réglé en une séance d'1 heure et demie à 2 heures. Ça, ce n'est pas possible. Mais pour traiter un trouble de stress post-traumatique, qui était l'indication de l'étude, je n'ai peut-être pas été claire là-dessus, désolée, ça, c'est une séance d'1 heure et demie à 2 heures maximum. Donc, c'est quand même intéressant. Et les autres études qui sont en train de se mettre en place sont plus sur, voilà, exactement, sur du trauma développemental ou sur du trauma complexe, du trauma répété. Et voilà, en gros. Donc, on va avoir une indication qui est les troubles dissociatifs, qui peuvent se manifester notamment par l'amnésie, l'anesthésie émotionnelle, les symptômes de déréalisation, dépersonnalisation, mais aussi dans la personnalité borderline, bien souvent, dans certaines conduites, beaucoup de conduites addictives finalement, et puis derrière les attaques de panique et les tentatives de suicide. D'une façon générale, avec l'ICV, on a un très très bon résultat sur les troubles anxieux en fait, donc que ce soit troubles du sommeil, attaques de panique, phobie, troubles de stress post-traumatique, c'est vraiment des très bonnes indications. Je ne sais pas qui a son micro d'allumé, mais je vais vous demander de l'éteindre, ça fait des petits parasites. Et puis les troubles d'attachement qui sous-tendent en fait tout ça. Alors, pour reprendre un peu les bases, on a cinq constats derrière l'ICV. L'idée, c'est que le souvenir traumatique, il est dans le corps, il est dans la mémoire implicite. Il n'a pas la notion du temps qu'a passé. Il y a aussi ce principe de Hebb en neurosciences, qui est des neurones qui déchargent ensemble s'associent. Donc, on a finalement l'expérience traumatique, c'est comme on va dire un électron libre, c'est-à-dire qu'au niveau neuronal, c'est une expérience qui n'est pas intégrée aux autres. C'est un réseau de neurones qui n'est pas tellement connecté au reste. Et c'est pour ça qu'il est si fort, c'est qu'une fois qu'il est activé, on n'arrive pas à récupérer, à reprendre la main très facilement. Et donc l'idée, c'est que ces neurones qui vivent leur vie, elles sont un petit peu trop indépendantes, qu'on puisse relancer l'intégration de ces réseaux neuronaux et que des neurones qui déchargent ensemble s'associent. Et c'est le principe, à mon avis, de toutes les thérapies du trauma. Par exemple, la plus ancienne, c'est les TCC, où on apprend la personne à se relaxer, on l'expose un tout petit peu à quelque chose du souvenir traumatique, et puis dès qu'elle devient un petit peu stressée, on lui réapprend à se relaxer. Mais c'est quoi en fait? C'est connecter, générer des réseaux de neurones entre un endroit de moi où je suis calme, où je me sens en sécurité, et un endroit de moi où je me sens en danger. Et d'arriver à intégrer ces deux éléments de mon expérience en une seule et même expérience de j'ai vécu ça, j'ai été en danger, mais aujourd'hui c'est fini. Et donc dans toutes les expériences de thérapie du trauma, à mon avis, il y a cette composante-là. Ensuite, il y a cette idée que l'attachement sécure va être facteur de résilience, c'est un facteur de protection. Donc, bien souvent, il y a certes les événements traumatiques de l'enfance, et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, par exemple l'inceste, mais il y a aussi, ça a duré pendant un certain temps, mes parents ou l'autre parent n'a rien vu, ou n'a pas entendu, ou n'est pas venu me secourir. Donc, il y a un deuxième niveau qui est finalement, avant ça, j'avais appris dans cet environnement familial à développer un certain type d'attachement. Et par exemple, un attachement évitant, donc il m'apprend qu'il faut toujours que je me débrouille seule. Et quand il m'arrive quelque chose d'effroyable, j'applique ce que j'ai appris, à savoir qu'il faut que je me débrouille seule, parce que quand je demande de l'aide, je ne la reçois pas et que ça m'aggrave. Sauf que quand c'est quelque chose de traumatique, c'est évidemment particulièrement problématique pour l'enfant. Et puis, on se base aussi sur toutes ces études qui montrent qu'il n'y a pas de différenciation entre le réel et l'imaginaire au niveau cérébral. Et vous savez, plein de sportifs s'entraînent à visualiser des mouvements parce qu'on s'est rendu compte que ça génère des connexions neuronales moins fortes, hein, évidemment, mais c'est les mêmes zones. Quand on s'imagine faire quelque chose, la zone motrice, la zone prémotrice, donc qui montrent qu'on serait en train de faire un mouvement ou d'avoir l'intention de faire un mouvement, sont activés. Donc, c'est assez étonnant. Et du coup, on va utiliser en ICV le reparentage, qui est une procédure pour imaginer qu'on donne à cet enfant qu'on a été ce qu'il n'a pas suffisamment reçu, et notamment qu'on va le protéger, par exemple, et le défendre de son agresseur. Alors, en ICV, on a utilisé la ligne du temps. Donc, je vous ai décrit un peu comment ça avait été découvert tout à l'heure. Là, je vous ai fait une ligne du temps super courte, mais juste vraiment pour illustrer. Mettons qu'on ait un trauma intégré du mois de décembre 2020. Je l'ai fait volontairement très, très, très simple.
Je vais demander au patient d'élaborer une liste de souvenirs avec un souvenir en janvier, un souvenir en février, un souvenir en mars, avril, et puis un souvenir relativement récent. Généralement, en fait, la liste concrètement va être plus étoffée que ça. On va avoir une douzaine, quinzaine de souvenirs, pas si peu, mais peu importe. Et au cours de la séance, donc généralement le patient il sait pourquoi il vient, hein, ce qu'on va traiter, pour le maintenir dans un état émotionnel le aussi confortable que possible. Dans un premier temps, je ne vais pas lui demander de parler de l'événement traumatique, ce serait trop éprouvant, mais il sait très bien ce qu'on est venu traiter. Et donc je vais lui dire, souvenez-vous de souvenir 1, qui sera le souvenir de janvier, et puis souvenir 2, souvenir 3, etc. Donc je lui lis cette liste et lui va quand même me faire un signe de tête parce que je veux m'assurer qu'il n'est pas resté coincé dans le souvenir traumatique ou en cours de route, donc pour m'indiquer qui suit. Okay, et puis quelque chose de tout récent, et là on fait une petite pause ensemble et on fait un petit point sur comment ça a été cette traversée. Bon, peut-être le patient va me dire, mais là j'ai vraiment eu l'impression que sur toute la liste, il n'y a que des trucs qui me font peur, par exemple, où je me rends compte que même si à ce moment-là, je n'habite plus chez mes parents, à quel point mon père il est encore vachement présent, que j'ai peur de le croiser dans la rue, qu'à tel moment, quand j'ai reçu mes résultats d'examen, il m'a appelé. Enfin, oui, donc la personne va reconnecter à toutes sortes de choses à travers son histoire, et on voit ce processus de tricotage neuronal, si je puis me permettre l'expression, c'est-à-dire de liens qui vont se faire entre quelque chose qui à la base est quand même assez cloisonné et dissocié du reste, et le reste de l'expérience, et notamment avec cette idée que non seulement on connecte avec le reste de l'expérience, mais on relance également cette sensation primordiale du temps qu'a passé. Donc cet événement précis de décembre 2020 est derrière la personne. Je vais vous donner un petit exemple pour que ce soit plus illustré. Mettons qu'ici, on a un trauma à l'âge de 16 ans, et donc mon patient ou ma patiente a fait une liste. Il m'a mis 1 à 3 souvenirs par an. Donc vous voyez, la formulation est très très brève, bac de français, fugue, rencontre Bastien. Donc c'est vraiment en 2-3 mots, généralement. Et je ne vais utiliser qu'un seul souvenir par an, mais ça va me permettre de panacher quand le patient en aura marre ou quand on aura besoin pour diversifier un petit peu les choses s'il en a mis plusieurs. Donc, mettons que je vais traiter ce trauma à 16 ans, je dis ok, installez-vous confortablement, on va traiter ce qui vous est arrivé à 16 ans, et je vais d'abord vous prouver que c'est fini en vous montrant un peu la suite de l'histoire, toutes sortes de choses qui se sont passées depuis. Souvenez-vous du bac de français, puis la première terminale que vous avez faite, le redoublement de la terminale, l'emménagement avec Bastien, le déménagement en Espagne, le début des antidépresseurs, et puis pendant ce temps, le patient il me fait signe qui suit. Le début de la psychothérapie avec Madame Dupont, fausse couche, rencontre Ariane, attaque de panique, avion, retour en France, début de la thérapie CV, puis quelque chose de tout récent. Donc vous voyez, plus le patient est activé, entre guillemets, plus l'intensité est grande, plus je vais aller très très vite. Je peux dire le bac de français, la première terminale, le redoublement de la terminale, l'emménagement avec Bastien. Donc je vais ajuster mon rythme à l'état émotionnel de mon patient. Et ce que j'observe, c'est que je vais évidemment faire cette répétition plusieurs fois, parce que lui prouver une seule fois en termes de connexion neuronale, c'est un petit peu léger. C'est qu'au fil des répétitions pendant la séance, le patient va me dire, mais je commence à sentir que c'est fini. C'est-à-dire, autant je suis arrivée, je sais que c'est fini, mais mon corps il réagit quand même. Autant ce petit voyage, en fait, va favoriser cette sensation du temps qui passe et du temps qui a passé. Donc l'idée, c'est que cette ligne du temps puisse faire l'expérience au patient que le temps a passé, et qu'on va la répéter pour consolider cette sensation, comme on répète un coup droit, comme on répète des gammes. L'apprentissage se fait au niveau cérébral par la répétition. Et quand on traite un trauma en particulier, on peut avoir répété 15, 20, 30 fois cette séquence temporelle de cette liste de souvenirs au cours de la séance. C'est pour ça que sur un trouble de stress post-traumatique, sur un trauma unique, ça peut mettre 1h30 à 2 heures, par exemple. Si besoin, surtout si c'est un trauma de l'enfance ou de l'adolescence, on va ajouter des procédures de reparentage. Donc, une fois que le patient est un peu plus calme et qu'il peut s'imaginer entrer dans la scène telle qu'il est aujourd'hui, donc ça c'est une fois que le stress est quand même déjà bien diminué avec un certain nombre de répétitions, on va lui dire, vous voyez, si vous avez envie d'imaginer que vous entrez dans la scène, et puis que vous allez, je sais pas moi, casser la gueule à votre agresseur ou le faire arrêter par les flics. Donc, on fait toutes les réparations possibles et imaginables que le patient a envie de faire. Et surtout, vous prenez soin du petit Bastien, par exemple, pour reprendre le prénom, du petit Bastien. Dites-lui que vous êtes lui devenu grand et que vous allez l'emmener dans un endroit agréable, ça peut être une plage, peu importe. Et il va s'imaginer s'installer avec ce petit et lui dire, mais je suis tellement désolée que ça te soit arrivé, par exemple. Ou c'est pas de ta faute. Et je suis là maintenant, je serai toujours là pour te protéger. Ce qui est une réalité physiologique, c'est-à-dire que
le patient ne sera plus jamais cet enfant de 8 ans extrêmement vulnérable dans une situation traumatique. Aujourd'hui, il est adulte et ce réseau de neurones de 8 ans ne sera plus jamais seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment une réalité physiologique qu'aucun autre adulte de l'époque aurait pu soutenir, mais que lui, tel qu'il est aujourd'hui, peut tout à fait assurer. Et puis, on va voir en fonction des règlements de compte, de l'apaisement, du reparentage, comment le patient évolue, de quoi il a besoin, et on continue les répétitions au fur et à mesure de la séance, jusqu'à ce que le corps soit complètement calme et que le patient se sente ancré dans le présent. Donc tout ça, c'est pour travailler sur des souvenirs précis. Okay, c'est un type de travail particulier en ICV, c'est pas c'est pas toujours comme ça qu'on travaille. Alors, j'ai réfléchi un petit peu en préparant ces diapos sur comment je travaillais avec mes patients victimes d'inceste. Et généralement, alors, il n'y a que des cas particuliers, mais je vais essayer de donner quand même des grandes lignes de généralité. Ce que j'observe, c'est qu'il y a des cibles à traiter, c'est des événements traumatiques, c'est souvent pas ce qu'on traite en premier, parce qu'il y a le travail de confiance déjà à mettre en place. Et puis, il y a surtout le fait d'aider le patient à mieux se réguler. En tout cas, les patients que j'ai été amenée à prendre en charge, c'était souvent des patients qui étaient passés par l'hospitalisation en psychiatrie, donc il y avait des troubles anxieux très, très importants. Et donc, on va travailler d'une façon plus globale en fait, en ICV pour aider à les stabiliser. Ce qu'il y a aussi à travailler, c'est que derrière l'événement des agressions en tant que telles, il y a souvent la question de l'absence de soutien des figures d'attachement. Donc, j'ai été agressée par mon oncle au sein de ma famille quand j'étais ado, et au nez à la barbe de mes parents qui n'ont jamais rien vu, entre guillemets, que ce soit vrai ou pas vrai, ce n'est pas la question. La question, c'est mais finalement, comment ça se fait que mes parents ils hébergent un oncle qui a des troubles psychiatriques, qui est super impulsif, qui est alcoolique et dangereux, avec des filles ados à la maison. Enfin, il y a quelque chose là qui ne colle pas en termes de protection. Donc souvent, il y a des enjeux comme ça un peu transparents que le patient ne perçoit pas toujours d'emblée, je trouve d'ailleurs, parce qu'évidemment, c'est le trauma qui est le plus visible. Mais ce n'est pas le fait qu'il n'y avait personne à qui le dire, en fait. Et que quand je l'ai dit, je n'ai pas été entendue, je n'ai pas été crue, j'ai été rejetée, j'ai été traitée de menteuse, ou quand j'ai tendu des perches, quand j'ai fait des dessins, quand j'ai fait des cauchemars. Voilà, ça n'a pas été entendu. Donc ça, c'est quand même aussi une grosse dimension à réparer. Je trouve que c'est vraiment une blessure d'attachement qui est assez importante. Et donc, ça soulève la question de l'histoire d'attachement antérieur. Qu'est-ce que j'ai assimilé avant même ces passages à l'acte que j'ai subis, de ce que je vaux, de est-ce que je mérite d'être choyée, d'être défendue, d'être soutenue, d'être consolée. Et évidemment, c'est un facteur de risque si ça, je ne l'ai pas assimilé de façon solide. Et ça, quel que soit le type de trauma, que ce soit du harcèlement à l'école, de l'inceste ou quoi que ce soit d'autre, on sait que c'est des enfants qui n'ont pas assimilé ce petit paquet de trésors très précieux ne vont pas s'appuyer aussi de façon aussi efficace et aussi volontiers en fait sur leur figure d'attachement, sur leur environnement. Et donc dans l'histoire d'attachement, j'ai aussi assimilé est-ce que l'autre est fiable, est-ce que son aide est efficace, est-ce que je peux compter sur lui, ou est-ce que ma mère elle est tout aussi terrifiée que moi de mon père, et quand je me tourne vers elle, ça donne rien en fait, parce qu'elle aussi elle est victime d'agression dans le couple par exemple, ou parce qu'elle a sa propre histoire traumatique pas résolue. Et puis d'une façon générale, est-ce que je perçois le monde comme bienveillant ou malveillant? Et donc ça va aussi orienter, est-ce que je m'appuie, est-ce que je demande de l'aide, est-ce que je m'attends à être entendue ou pas? Et ça, c'est évidemment des facteurs de résilience ou au contraire d'aggravation qui sont très très impactants. Et puis je vais aussi avoir à traiter souvent l'histoire familiale plus globale, l'histoire transgénérationnelle, l'histoire de ses parents, leur propre histoire traumatique. Moi, j'ai travaillé donc avec des auteurs de violences pendant un certain temps, et quand on rencontrait la compagne, c'est arrivé un certain nombre de fois que ce soit l'occasion pour elle, dans un entretien de couple, de dire qu'elle-même avait été victime de violences sexuelles, et qu'on puisse amorcer avec elle un travail thérapeutique qui l'aide à comprendre qu'en fait, ça avait été un facteur favorisant, entre guillemets, pour ne pas vouloir voir ce qui se passait sous son toit. Alors, les objectifs, on a deux types de séances. On a des séances, comme je vous ai assez bien décrit finalement jusque-là, sur détraumatiser. Donc, ça vise la diminution des symptômes post-traumatiques et la répétition. Là, on va cibler un épisode traumatique précis qui peut être à l'âge adulte, l'adolescence ou l'enfance.
Et puis, on peut du coup aussi travailler sur améliorer la régulation des émotions et la sécurité de l'attachement. Parce qu'une partie du problème aujourd'hui, ça va être j'ai du mal à m'en sortir parce que j'ai tellement pris de pli qu'il n'y a personne pour moi que j'ai de la difficulté à m'appuyer sur les autres. Et donc, je n'ai pas juste le trauma à traiter, j'ai aussi toute une ambiance relationnelle familiale et c'est souvent en fait le plus important finalement. Et donc, on va réduire les tendances dissociatives, favoriser l'estime de soi, l'affirmation de soi, parce que si dans le présent, en fait, je continue de répéter le fait de ne pas affirmer mes besoins, le fait de me laisser empiéter, le fait d'avoir peur de dire non, enfin, tous ces séquelles en fait, traumatiques, ça aggrave, ça rajoute du trauma à une histoire déjà traumatique et c'est quand même assez problématique. Donc parfois, quand il y a une accumulation de trauma plus très chronique ou plus vaste, ou avec des aimes relationnels au niveau d'attachement qui sont très douloureux, c'est souvent plus intéressant de commencer finalement la ligne du temps dès le début de la vie. Et donc là, on va travailler dès les étapes du développement avant 3 ans. Donc, concrètement, vous allez me dire, mais on n'a pas de souvenir. Oui, mais malheureusement, on a une mémoire avant 3 ans. C'est-à-dire que le système nerveux, il se développe déjà et il assimile des bébés, comment j'ai l'habitude d'être traitée, est-ce que je compte, est-ce que je compte pas, est-ce qu'on répond à mes pleurs, est-ce que je suis portée de façon sécurisante, ou par une mère qui, du fait de ses propres antécédents de victimisation, ou un père d'ailleurs, supporte pas mon corps, me touche bizarrement, me touche à distance, me regarde pas dans les yeux, enfin tout ça on l'assimile en fait. Et donc, c'est des choses qu'on va remettre au travail en faisant partir la ligne du temps avec du travail précoce. Donc, on la fait simplement partir, par exemple, juste après la naissance. Vous venez tout juste de naître, vous commencez à vous mettre à 4 pattes, vous commencez à vous mettre debout, vous commencez à marcher, à dire des mots, à faire des petites phrases, puis vous entrez à l'école maternelle, mettons que ça, ce soit leur premier souvenir. Et je continue la ligne du temps jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'évocation des stades de développement déclenche, entre guillemets, comme quand on dit imaginer et faire, ça déclenche les mêmes zones. Et bien, le fait d'imaginer comment on pouvait être bébé, des fois rien que ça, en fait, j'ai des patients qui me disent « Ah, quelle horreur, être bébé dans cet environnement familial, moi ça me fait une boule là, ou ça me fait des sensations très désagréables. » Et au fur et à mesure des séances, cette sensation désagréable, on voit bien que c'est un signe de mémoire traumatique, comme si le danger était encore là, sauf que c'est préverbal, mais c'est la même chose. Petit à petit, ça se calme, en fait, ça s'éteint. Ils peuvent imaginer qu'ils ont été bébés ou tout petits dans cet environnement-là et en même temps sentir que c'est fini. Et ça, c'est plutôt un type de travail qu'on va faire de façon répétée. C'est-à-dire, on ne va pas le faire en une séance. Ce n'est pas un trauma précis qu'on cherche à cibler. C'est toute une période, c'est toute une expérience de régulation des émotions et c'est un travail de fond qui va demander beaucoup plus de temps. Alors, à mon avis, les intérêts et les limites, ce que j'y ai trouvé, en tout cas pour ma part, par rapport à pas mal de choses que j'avais expérimentées avant, et personnellement, et puis en tant que thérapeute, c'est que je trouve que c'est relativement doux et que j'arrive mieux à monitorer l'état émotionnel du patient pendant la séance pour que ça se passe bien, que la séance ne soit pas difficile. Et qu'en plus, il y a une dimension de rapidité de changement, ce qui ne veut pas dire que les patients qui ont une histoire très très lourde, en 2 semaines, ils vont être guéris. En revanche, ce que je trouve très encourageant, c'est que ça m'est déjà arrivé comme un certain nombre de fois, que des gens, notamment qui ont des troubles anxieux, qui ont essayé toutes sortes de choses dans leur vie, en termes de thérapie, de traitement, etc. En gros, tant qu'on n'a pas touché à cette période précoce où le système de la peur se développe, notamment dans l'attachement, ça n'a pas bougé grand-chose. Mais qu'en quelques séances d'ICV, ils vont voir des choses bouger. Ils ne vont pas être guéris, mais ils vont voir des choses bouger, ils vont voir leur sommeil s'améliorer, ils vont voir les attaques de panique diminuer, ils vont voir leur capacité à reprendre le contrôle s'améliorer, etc., etc. Et ça, c'est quand même extrêmement encourageant. Pour tout le monde d'ailleurs, pas juste pour nous aussi. Ça permet aussi, et ça m'a beaucoup frappé avec des personnes qui avaient des histoires d'attachement très douloureuses, de traiter les traumas précoces, notamment non-verbaux, et l'insécurité d'attachement. C'est évidemment très adapté à tout ce qui est trouble anxieux, donc trauma, trouble dissociatif, trouble d'attachement, comme je vous l'ai dit. Les limites, et on espère qu'on y travaille sérieusement, enfin on est en train de beaucoup y travailler, c'est le fait pour l'instant il y a assez peu de recherche et que tout ce qui travaille sur, enfin tout le travail sur la régulation des émotions, l'amélioration de la sécurité d'attachement, ça dépend beaucoup de la capacité du thérapeute à rester calme, à rester centré, à être lui-même régulé en fait. Donc on demande au thérapeute en ICV de faire pas mal de travail sur eux pour aller apaiser leur propre bébé intérieur, quoi, finalement, pour pouvoir être disponible à prendre soin de suite de leurs patients.
Donc, si j'ai un conseil, si jamais ça vous intéresse d'expérimenter l'ICV, c'est de choisir un thérapeute certifié, parce qu'un thérapeute en ICV certifié, il aura fait quand même pas mal de travail perso et pas mal de supervision. Donc, c'est quand même un parcours qui augmente la qualité de l'intervention. Alors, qu'est-ce qu'on observe fréquemment ? C'est évidemment la diminution de la mémoire traumatique avec cette sensation que le passé, il est vraiment ressenti comme passé. L'amélioration de la régulation des émotions et notamment moins d'anxiété. Et souvent, ce qui est assez propre aussi à l'ICV, je trouve, c'est le fait que les patients nous disent « je me sens plus moi, je sais plus qui je suis, ce que je veux, comment je me sens plus unifiée, je me sens moins partagée, moins divisée entre différentes façons de me sentir ou des difficultés à prendre des décisions. » Souvent, ça augmente quand même vraiment la bienveillance vis-à-vis de soi-même, moins d'auto-agressivité, plus de compassion. Et puis, du coup, ce qui vient avec, c'est l'amélioration de l'image de soi, des autres et du monde, quelque chose de plus réaliste, de ne pas faire confiance à n'importe qui, mais non plus, de ne pas non plus faire confiance à personne, de pouvoir faire des tris plus adaptés à qui je fais confiance, par exemple. Voilà, maintenant, je suis disponible pour vos questions. Je regarde un petit peu le chat. Vous en étiez. Parce que j'ai vu qu'il y a des questions. Alors, le reparentage, en fait, c'est des interactions imaginaires, généralement entre le patient tel qu'il est aujourd'hui et l'enfant qu'il a été. Quand on travaille sur le bébé, ça arrive que l'on fasse imaginer au patient que c'est le thérapeute qui prend soin du bébé qu'il a été, si vraiment son paquet, entre guillemets, de bienveillance envers lui-même est tellement réduit qu'il a de l'hostilité, par exemple, pour les petits états de lui passés, et que c'est inenvisageable d'aller prendre soin. Qui se retrouve à accuser l'enfant qu'il a été, c'est de ta faute si tu as été agressé, ce genre de choses, on ne peut pas laisser faire ça, évidemment, en thérapie. Alors, je vois la question, ce n'est pas le même travail que les empreintes précoces en EMDR, mais c'est-à-dire que ce n'est pas la même façon de travailler. Mais effectivement, les empreintes précoces, c'est aussi une façon de travailler sur l'histoire d'attachement, notamment les traumas précoces. Ensuite... Voilà, je vois quelqu'un qui dit « Je rebondis car dans les phases de reparentage, j'ai souvent du mal à me croire capable de protéger mon enfant. » Donc ça, typiquement, du coup, moi, ça m'amènerait à proposer un travail où le thérapeute va aller prendre soin du bébé, vraiment, c'est-à-dire de l'endroit qui est le plus souvent le plus mignon, le plus facile à connecter pour le patient avec de la bienveillance. Et donc, si même à cet endroit-là, il n'y a pas de la bienveillance, c'est vraiment important de l'installer pour que petit à petit, le patient s'aime de plus en plus bébé, pour qu'il puisse s'imaginer être porté, être tranquille, être en sécurité à cet endroit-là. Et généralement, ça donne quand même déjà une bonne base de sécurité intérieure, puis une bonne base de bienveillance, en fait, envers soi-même. Et il va de soi qu'on peut associer ça à toutes sortes de choses, l'associer à la pratique de la méditation pleine conscience avec la bienveillance. Si le patient accroche, c'est une super bonne idée en parallèle. Parce que plus on fait de répétitions dans la semaine, en fait, la thérapie, pour moi, c'est pas juste 1 heure toutes les semaines, quoi. C'est tout ce qu'on va pouvoir imaginer ensemble que le patient mette en œuvre pour favoriser tout ça, quoi, en fait, favoriser cette intégration-là et cet ancrage dans le présent. Et effectivement, dans la thérapie des schémas et en Gestalt, il y a ça. Donc, le reparentage, ce n'est pas propre à l'ICV. Hein. C'est une technique que Peggy Pace utilisait déjà avant d'inventer l'ICV, mais qu'on a trouvé utile. Parce que parfois, quand on fait du reparentage, ce que disait Peggy Pace notamment, c'est qu'elle avait besoin d'y retourner plusieurs fois. Alors que quand on utilise la ligne du temps, on ancre OK, je te donne l'affection, je te protège, mais je te montre aussi, je te fais sentir que ce temps a passé, que maintenant tu vis avec moi dans le présent, donc le petit Bastien de 8 ans par exemple, que tu vis avec moi dans le présent, qu'on est la même personne, regarde, c'est ça ta vie, et que tout ça c'est du passé. Donc ça consolide, ça permet d'installer de façon plus durable probablement les dimensions de reparentage, surtout quand il y a du trauma. Oui, c'est possible de faire 10 CV avec des personnes qui ont un handicap mental, c'est même assez intéressant parce qu'ils vont avoir du mal à verbaliser bien souvent, alors qu'ils arrivent à faire ce voyage dans le temps. J'ai des collègues qui font ça, ça m'est arrivé aussi quand je travaillais encore en psychiatrie. Très complémentaire de l'hypnose, donc je ne sais pas si c'est complémentaire, en tout cas il y a des similitudes, ça c'est sûr. On n'est pas formé à l'hypnose et on ne fait pas une mise en modification de l'état de conscience volontaire.
Mais je me suis aussi formée à l'hypnose et effectivement, le patient est souvent très focalisé, très concentré dans sa séance, mais on n'induit pas d'amnésie, par exemple, à la fin de la séance. Et le niveau de conscience du patient, c'est lui qui en décide d'une certaine façon. Et voilà, donc il peut être très léger et ça marche très bien quand même. Et oui, après, c'est au thérapeute de décider. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut associer ICV, EMDR, thérapie des schémas? Pourquoi pas? À mon sens, c'est important d'avoir bien compris ce qu'on fait dans chacun de ces modèles. Et du coup, comment on va pouvoir trouver des ponts et des associations et ne pas commencer à mélanger en faisant un petit peu n'importe quoi. Ça, c'est un peu le risque, hein, c'est que c'est le défi de combiner les outils, mais pourquoi pas. Et je vois co-régulation de la théorie polyvagale, oui, tout à fait. C'est le fait d'utiliser l'engagement social pour réguler la fuite ou le combat et les figements. Donc là, on va être très sensible à être ici et maintenant. Et parfois, les patients, je vais leur dire, mais essayez de... Attendez, j'essaie de trouver un papier, mais tant que ça soit la liste, la ligne du temps de mon patient, je vais dire, essayez de vraiment rester avec moi, d'avoir la conscience qu'on est là ensemble et je suis juste en train de vous lire un papier. Ce qui peut paraître trivial, mais souvent, ça aide bien les patients à se rendre compte que oui, c'est juste, entre guillemets, des souvenirs. Et donc, on va faire ça de façon très, très légère, très progressive, très respectueuse du rythme du patient, de ce qu'il peut supporter pour que les émotions soient tolérables. Et donc, je vois Philippe Lecoq qui demande est-ce que c'est moi qui lis? Oui, c'est moi qui lis la liste des patients. Est-ce que c'est utile qu'il reprenne la liste pour la relire chez lui? Pas sûr, parce que c'est aussi le ton. C'est-à-dire le fait que je vais tout lire sur le même ton, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, votre bac, lors du moment de la première terminale, lors du moment de la terminale, l'emménagement avec Bastien, oui, je vais tout lister sur le même ton. Pourquoi? Pour communiquer que moi, je peux passer ça en revue, je sais que c'est fini, je ne suis pas en état d'alerte. Tout ça, c'est des événements qui ont comme point commun que c'est terminé, que c'est derrière. Et donc, se le dire à soi-même, faut quand même déjà être un petit peu régulé parce qu'on peut monter en pression, s'activer et on n'a pas l'autre pour nous réguler en fait, et pour surveiller notre état. Donc, c'est quand même un travail qui se fait en coopération et c'est un peu difficile de le faire tout seul. Est-ce que c'est normal que la thérapeute ferme les yeux pendant la séance? Alors, a priori, non. On va être très attentif en tant que thérapeute à observer l'état du patient, à voir où il en est, à le réguler. On a besoin de ces informations visuelles. Après, si le thérapeute fait ça, il faut peut-être lui poser la question. En revanche, le patient, lui, plus les émotions sont intenses, plus il garde les yeux ouverts. Plus il est relax, plus il va pouvoir garder les yeux fermés et puis s'ancrer dans un état corporel de plus en plus calme. Donc ça va dépendre des séances et du moment de la séance pour ce qui est des yeux ouverts ou fermés pour le patient. Et je vois, est-ce qu'il y a des formations sur Paris? Oui, il y a pas mal de formations sur Paris. C'est l'Institut Double Hélice qui les organise. Donc, allez voir sur leur site si vous tablez formation ICV dans Google. De toute façon, ça va sortir. C'est eux qui ont l'exclusivité de l'organisation pour la France, puisque c'est très cadré. Étant donné que c'est assez puissant, on fait quand même attention à qui forme et qui est formé. Donc, pour trouver un thérapeute certifié, vous pouvez aller sur le site de la FICV, donc l'Association francophone d'ICV, où vous aurez un annuaire qui est l'annuaire international d'ICV, avec des catégories. Vous aurez, les gens peuvent figurer sur l'annuaire à partir du moment où ils sont formés au 2e niveau. En la formation, pour l'instant, on est en 3 niveaux, elle a passé en 4 niveaux en septembre. C'est des niveaux de 2 jours. Et donc, à partir du 2e niveau, pour l'instant, les thérapeutes peuvent figurer sur l'annuaire. Donc, vous savez qu'ils ont au moins fait les 2 premiers niveaux. Mais du coup, les thérapeutes certifiés, ils ont fait toute la formation du travail perso et de la supervision. Donc, c'est quand même un petit peu plus conséquent. Et c'est sur ificv.com. Et donc là, je vois, pour vous expliquer comment stimuler l'hémisphère droit. Mais l'idée, c'est que l'hémisphère droit, il communique beaucoup en images et en non-verbal. Donc, expliquer au patient qu'on va, par exemple, lui faire un voyage, entre guillemets, à travers le temps avec cette liste de souvenirs. Ça peut être une métaphore qui va plus parler, notamment aux zones impliquées dans cette expérience traumatique et aux zones enfants traumatisées, que de lui faire un speech verbal très élaboré pour expliquer l'aspect un peu technique de ce qu'on va faire, par exemple. Et donc, on va quand même pas mal utiliser de métaphores pour faire de la psychoéducation. Et là, je vois, est-ce qu'il est compatible de faire des séances somatic experiencing ICV? Mais pourquoi pas? C'est la même question que tout à l'heure. L'intégration, ça dépend vraiment du thérapeute et comment il la gère, quoi.
Est-ce qu'on peut travailler avec des enfants et des ados? Est-ce que les ados adhèrent? Quel que soit le patient, en fait, c'est important qu'il adhère, c'est important qu'il comprenne ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, qu'on s'assure qu'il ait bien compris, qu'il est d'accord, que s'il n'est pas d'accord, ben, on ne le fait pas. Surtout quand les gens ont subi beaucoup de choses, c'est hyper important parce que c'est un aspect très directif, l'ICV, que le patient soit très au clair et bien testé, bien vérifié, que c'est lui qui décide en fait. Si on avait dit qu'on ferait un protocole tel jour, puis qu'il arrive ce jour-là et il n'est pas dispo, il n'a pas envie, enfin, quelles que soient les raisons, et on ne va pas faire de protocole, c'est lui qui décide, c'est lui qui sait en fait. Donc lui, nous au niveau technique, on ne va pas lui faire un protocole qui serait prématuré par exemple pour lui, mais au niveau de son choix sur la thérapie, quelqu'un qui a beaucoup subi, c'est quand même hyper important que ce soit très clair qu'il n'est pas en train, en plus de subir sa thérapie. Donc cette question de choisir ensemble, surtout pour quelque chose qui est quand même assez directif, c'est une fois qu'on commence le protocole, on y va et on guide le patient, c'est extrêmement important qu'on collabore. Donc en ce qui concerne les enfants, généralement, on travaille d'abord avec leurs parents. Plus l'enfant est jeune, plus on travaille avec les parents. Et des fois, on ne rencontre même pas l'enfant. S'il a moins de 3 ans, généralement, on n'a pas besoin de le rencontrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, son cerveau est tellement immature que s'il a des symptômes psychotraumatiques, c'est souvent que les structures cérébrales de ses parents, qui devraient être celles qui l'aident à se réguler, vu que chez lui, ce n'est pas très développé, que ces structures chez les parents sont déjà aussi en difficulté, en fait. Donc, il vaut mieux soutenir les parents, les aider à se remettre, parce qu'objectivement, pour des parents, découvrir que son enfant a été exposé à quelque chose de traumatique, c'est quand même assez éprouvant. Donc déjà, soutenir les figures d'attachement, les aider à reprendre le rôle de régulateur, entre guillemets, auprès de l'enfant. Évidemment, sauf si c'est elles qui sont à l'origine du trauma dans des situations de maltraitance caractérisées, par exemple, mais dans des autres situations, on va vraiment s'appuyer sur les figures d'attachement d'abord et d'abord traiter les parents et ensuite voir s'ils peuvent assister aux séances avec l'enfant pour soutenir la sécurisation de l'enfant pendant qu'on lui propose la séance d'ICV. Mais dans tous les cas, on a besoin de l'adhésion du patient et ça, c'est extrêmement important. Alors, s'il n'y a que des souvenirs traumatiques sur la ligne du temps, ce n'est pas très confortable. Donc, autant que possible, je vais demander au patient de voir grâce à quoi il a survécu, même des choses neutres. Est-ce qu'il n'y a pas eu un prof qui était sympa ou bon, voilà, dont ils se souviennent qui n'était pas une expérience horrible? Parce que c'est vrai que les gens qui ont vécu beaucoup, beaucoup de traumas ont tendance à... Évidemment, c'est logique, hein, le cerveau il est très, très marqué par le trauma, donc il ramène surtout l'expérience traumatique et il n'a pas trop accès au reste. Donc, si le patient, même comme ça, de la difficulté à mettre des choses, si ce n'est positives, au moins neutres dans sa liste de souvenirs, je peux aller, je sais pas, tous les 5 ans, commencer, vous venez tout juste de naître, vous commencez à marcher, et puis vous entrez en CP, et puis vous entrez en 6e, enfin, je vais aller super, super vite et faire vraiment des grands sauts pour qu'on ait 3, 4, 5 souvenirs peut-être au cours d'une séance dans un premier temps, que ce soit plus léger, pas charger la barque, et pas que ce soit une traversée éprouvante en fait pour le patient. Est-ce que le MDR peut suffire à soigner les traumas? Je ne sais pas si je suis habilitée à répondre à cette question. Je vois que c'est quelqu'un qui évoque un inceste de plus de 10 ans et un stress post-traumatique sévère. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de la technique, c'est d'abord la relation qui soigne. Donc, vous pouvez avoir une super technique. Si votre relation avec le thérapeute n'est pas bonne ou que vous ne vous sentez pas en sécurité, ça va être quand même assez limité. La technique, c'est un plus, c'est super. Moi, j'adore l'ICV, je trouve ça sensationnel. Mais je vous invite d'abord à, et si besoin, à essayer plusieurs thérapeutes, mais à vous assurer que vous vous sentez bien avec ce thérapeute, que vous arrivez à le décoder, que vous êtes relativement rassuré sur sa bienveillance, par exemple. Vous n'avez pas de doute là-dessus, que vous lui faites autant confiance que vous êtes capable de faire confiance. Et de vous ouvrir de ça si vous avez des doutes, s'il y a des choses qui vous paraissent ambiguës ou qui vous mettent mal à l'aise. Je crois que c'est très important de l'évoquer, en fait. Est-ce que l'ICV peut se faire en visio? Oui, tout à fait. Alors, comme les études sur la thérapie en visio, elles mettent en évidence, elles ne concernent pas l'ICV, mais elles mettent en évidence que c'est la même efficacité à partir du moment où on s'est vu une fois. C'est quand même important de s'être rencontrés. Et je pense que c'est aussi vrai en ICV. Après, le présentiel, c'est quand même important, je trouve. Donc, autant que possible, essayer de privilégier le présentiel. Mais s'il y a de la visio possible parce que vous êtes à l'autre bout du monde, c'est quand même mieux que rien, je pense.
Est-ce qu'on peut inclure cette approche en mettant en dissociation le patient en cas d'une séance d'hypnose? Je ne vois pas pourquoi pas, mais je ne vois pas pourquoi, en fait. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, ça marche sans mettre en place de l'hypnose formelle. Donc, pourquoi pas, mais enfin, voilà. Donc, dans le trauma complexe, y a-t-il des spécificités de prise en charge en ICV lorsque le patient a été préalablement suivi en EMDR? Pas que je sache, non. On va essayer de voir ce qui a déjà été travaillé et reprendre les choses de là où elles sont, évidemment. Et la méthode NERTI et l'EFT, je ne connais pas très bien. L'EFT un peu plus, NERTI pas du tout. Donc, c'est intéressant. Merci pour cette remarque, des points communs. La différence entre l'EMDR et l'ICV, l'EMDR, on travaille avec des stimulations bilatérales alternées, donc on va décortiquer le souvenir sur lequel on travaille. Enfin, il y a aussi plein de façons de travailler, donc c'est un peu réducteur, mais on va demander au patient un certain nombre de détails sur le souvenir, puis commencer des séries de stimulation bilatérale alternée, notamment. Et en ICV, on utilise la ligne du temps pour relancer cette sensation du temps qu'a passé. Donc, le déroulé de la séance est quand même un petit peu différent et aussi l'ordre de ce qu'on va faire dans le traitement est un petit peu différent. Donc, là, quelqu'un qui dit « j'ai du mal à comprendre comment sont les stimulations en ICV ». Il n'y a pas de stimulation bilatérale alternée. L'idée, c'est de faire les connexions de ce temps qu'a passé avec la liste de souvenirs pour le patient. C'est-à-dire que petit à petit, le patient me dit « oui, je commence à sentir que c'est fini ». Au lieu de savoir intellectuellement, mon corps continue de réagir. Alors, les résonances magnétiques transcrâniennes, ça dépasse mon sujet, je ne vais pas vous répondre, désolée. Moi, je consulte, mais je ne prends plus de nouveaux patients. En revanche, allez voir sur aficv.com, là, vous trouverez des thérapeutes certifiés. Et là, je vois quelqu'un qui dit ICV plus communication non violente, méditation pleine conscience, cycle MBCT, suivi avec psychiatre depuis avril 2019 et sport doux. Depuis ce matin, je ressens ma compassion envers moi-même, le traitement continu et toutes les ressources mobilisées. Bravo, c'est super. Et je trouve que c'est merci de partager ça. C'est un très bon exemple de comment on va pouvoir combiner pas mal de choses. Et plus on a vécu de maltraitance, de malveillance, de négligence de façon chronique, répétée et précoce, plus c'est un pari réaliste, effectivement, de combiner les approches et de faire, pas forcément tout en même temps, mais de faire plusieurs choses en même temps. Mais il y a quand même pas mal de choses qui existent, donc c'est super intéressant. Et donc, dans la liste des événements de vie, on ne reprend jamais le trauma. Oui, j'étais un petit peu brève tout à l'heure. Je commence la séance quand je veux traiter un trauma avec la suite. Et puis, une fois que j'appelle ça construire le toboggan, vous savez, d'urgence pour sortir de l'avion. Donc, une fois que j'ai construit le toboggan d'urgence pour sortir de l'avion, je vais pouvoir monter dans l'avion. C'est-à-dire que le patient, une fois qu'il se sent un peu plus calme, va raconter les grandes lignes de l'événement assez rapidement. Parce que je ne veux pas le laisser s'enfoncer et s'activer trop. Et petit à petit, je vais pouvoir lui raconter les grandes lignes de l'événement à la suite jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il y ait un peu plus de détails, que ce soit plus lent, plus calme, et que le patient puisse retraverser l'intégralité de l'événement qu'on est en train de traiter, et la suite jusqu'à aujourd'hui en étant complètement calme dans son corps. Voilà, pour rentrer plus dans le détail. Et maladaptive daydreaming, je ne saurais pas vous dire, mais si c'est un symptôme dissociatif, ça peut être intéressant d'essayer l'ICV. Est-ce qu'il y a des thérapeutes certifiés en ICV partout en France? Alors, certifiés, non, malheureusement. Et oui, vous pouvez envisager des séances en visio, si besoin. Mais effectivement, oui, ceux qui ont peur de l'hypnose, l'ICV peut être plus rassurant, d'autant que on va les faire garder les yeux ouverts, très souvent. Donc, est-ce qu'on peut se faire certifier en ICV sur des formations en ligne? Alors, on n'a pas de formation ICV intégrale en ligne, donc non. Et de toute façon, la certification, c'est aussi de la supervision et des séances perso, alors qui, elles, peuvent se faire en ligne. Mais il y aura quand même du présentiel dans la formation. Alors, quand je dis que le thérapeute doit faire son propre travail, évidemment, c'est notamment un travail en ICV. Hein. C'est qu'il a expérimenté les différents protocoles, c'est qu'il ait joué le jeu, entre guillemets, d'expérimenter le fait d'être porté bébé, de faire confiance à l'autre, que l'autre prenne soin de lui, qu'il aille prendre soin de lui, enfant, etc. etc. Ça, c'est quand même extrêmement important, déjà pour avoir nettoyé un peu dans sa porte, puis avoir une idée de ce qu'on est en train de faire vivre aux patients. Il me semble que c'est absolument incontournable en tant que thérapeute. Alors,
Donc, à quel âge on peut commencer à travailler? On peut commencer avec des assez petits, mais généralement, ce n'est pas nécessaire. On va travailler d'abord avec les parents. Alors, est-ce que l'ICV est plus préconisé pour les traumas d'immigration que le MDR? C'est vrai que j'ai vu ça tout à l'heure. Alors, je pense qu'un des avantages de l'ICV, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout travail de préparation qu'on a besoin souvent de faire en EMDR pour stabiliser le patient avant qu'il puisse être accessible aux séances de MDR. On peut assez rapidement, généralement dès les premières séances, faire des traitements de trauma récents, et notamment dans le parcours des mineurs non accompagnés. Je crois que c'était ça votre question tout à l'heure que j'avais effectivement passée. Qui ont eu un parcours récent, en fait, assez traumatique. C'est souvent assez intéressant. Il y a des collègues qui ont écrit là-dessus dans un ouvrage qui s'appelle « La régulation des émotions dans la famille » qu'on a fait chez Duno il y a 2 ans. Alors, comment vous faites quand la personne se dissocie devant vous lors de la consultation et qu'elle ne reconnaît plus rien? Alors déjà, je vais faire mon maximum pour que ça n'arrive pas. En fait, on fait énormément de prévention et c'est ce que j'appelle monitorer la fenêtre de tolérance et évaluer les choses avec le patient en amont sur est-ce que c'est le genre de choses qui lui arrivent. Donc, tout ça, c'est le travail préparatoire qui va être relativement important pour que la collaboration se fasse le mieux possible. Mais après, quelle que soit l'approche, en fait, ICV ou autre, si la personne se dissocie, on va faire toutes sortes de choses pour le réorienter dans le présent. Éventuellement, donc, si le supporte être touché, regarder, on peut demander au patient de nommer un certain nombre d'objets rouges, bleus, verts, ce genre de choses. Donc, en gros, tout ce qui va stimuler notamment le thalamus, pousser contre un appui, contre le mur. Bon, bref, voilà, faire toutes sortes de choses. Et surtout comprendre qu'est-ce qu'on a touché, en fait, comme déclencheur traumatique si massif pour que le patient ait fait un épisode dissociatif aussi important pendant la séance. Et ça, c'est vraiment important de travailler, quoi. Alors, est-ce que le cadre de la séance doit être particulier? Oui, il faut préserver l'intimité du patient, évidemment, y compris en visio, hein, de son côté à lui aussi. Et tout ce qui va favoriser la sensation de sécurité dans le présent, le fait d'être bien installé dans un fauteuil tout simplement, confortable, d'être au calme, ça va quand même aider à ce que le système nerveux se calme un petit peu, qui est quand même objectif. Et oui, être rappelé, c'est fantastique pour les tout petits, je suis tout à fait d'accord. C'est une thérapie qui est utilisée dans les interactions parents-enfants qui permet de restaurer la qualité du lien entre le parent et l'enfant. Donc ça me paraît très adapté. Je me suis formée aussi à ça l'année dernière. Et c'est assez chouette. Oui, effectivement, je vois quelqu'un qui dit la dissociation était telle chez une victime d'inceste qu'elle ne pouvait tolérer une séance continue de MDR. C'est un des problèmes que j'avais moi-même, hein, qui m'a incité à continuer de me former et à essayer de trouver autre chose parce qu'il y avait des patients dans le service où j'étais avec lesquels je ne pouvais pas pratiquer le MDR. C'était trop compliqué, ou soit qu'ils ne sentaient rien dans leur corps, soit qu'ils se mettaient à déclencher des remémorations traumatiques trop massives. Donc, c'était vraiment insoutenable. Ok. On voit les autres petits commentaires au sujet du congrès Cantomoy qui a eu il n'y a pas très longtemps. Ouais, apparemment, Françoise, vous avez dit que vous alliez mettre le lien, c'est ça? Et les séances, alors ça dépend. Si on travaille sur un trauma, comme je l'ai dit, c'est une séance unique. Donc ça peut être, si on a plusieurs traumas, ça peut être des séances isolées, à distance, en fonction de ce qui est possible pour le patient. Et bref. Après, quand on fait du travail de fond, notamment quand on travaille sur les premiers temps de l'enfance, je dirais une séance au moins tous les 15 jours. Et si c'est possible, toutes les semaines, ça peut être pas mal. Et quand les gens sont un peu sceptiques ou que je les sens un peu partagés, qui ne sont pas tout à fait sûrs que c'est ça qui peut leur convenir, ce que je leur dis, c'est essayer 5 séances ou 10 séances et puis vous ferez une idée. Mais évidemment, pas une séance par mois pendant 10 mois parce que c'est trop dilué comme effet. C'est plus intéressant, surtout si on n'a pas beaucoup de moyens, par exemple, de faire des séquences thérapeutiques de 4-5 séances. Puis après, on arrête pendant quelques temps pour remplir sa tirelire. Mais en fait, on continue de progresser. Ça, c'est super intéressant de voir que le patient il continue d'intégrer l'expérience et de cheminer et de faire des expériences nouvelles à partir du calme qu'il a commencé à assimiler.
Alors là, je vois engagement social ocytocine. Pourriez-vous réexpliquer? Le déni sociétal, selon moi amplifié par le climat actuel de libération de la parole, engendre une violence ordinaire sous-jacente ou rejet de la part des moldus profanes dans le milieu médical pendant de la thérapie polyvagale. Du coup, je suis personnellement mieux chez moi et seule, quitte à échanger sur des forums spécialisés. C'est grave, docteur. C'est sûr que le contexte actuel, c'est à la fois une augmentation du stress d'un côté et une diminution de nos ressources relationnelles, hein, et de tout cet engagement social qui aide à apaiser le système de stress, notamment par le toucher, mais pas que, et les regards, et le fait de voir un visage. Puis là, je vois Béatrice qui nous dit ça m'arrive et je me sens honteuse, donc je pense que c'était la dissociation, car je ne suis plus là, je me rappelle de rien. Parfois, j'aimerais arrêter mon suivi. J'aimerais savoir ce qui reste quand l'hypnose est impossible chez une personne, y compris le MDR, la relaxation, le FT. Il y a pas mal de choses possibles en fait, hein. La somatic experiencing, l'IFS, la thérapie sensorimotrice, il y a vraiment pas mal d'approches qui se développent pour approcher le trauma par l'expérience corporelle de la sécurité dans le présent, quel que soit le moyen. Pour le titre du livre avec le chapitre, c'est un chapitre sur les MNA, c'est la régulation des émotions dans la famille. Et voilà, je vois Françoise qui dit une séance tous les 15 jours, pour moi, ça me suffit. C'est ça, c'est pour ça que je disais toutes les semaines quand c'est possible. Parfois, on peut être un petit peu barbouillé, je dirais, psychologiquement, 2, 3, 4 jours après la séance. Donc, 4 jours, ça commence à être long. Si au bout de 3 jours, on met ça, c'est trop court. Donc, on va vraiment ajuster ça avec le patient et puis se donner tous les moyens possibles pour que la pré-séance soit confortable. Et ça, c'est ajusté ensemble. Donc, souvent, moi, les patients, je leur demande de me faire un petit feedback 3-4 jours après la séance, surtout quand c'est le début de la thérapie. Je ne les connais pas encore bien et qu'on ne sait pas encore tout à fait comment ils vont réagir, pour voir comment ça évolue et pas les laisser tout seuls. Voilà. Ouais, par rapport à l'aspect multitechnique, je vois quelqu'un qui dit mon entourage soignant ou pas m'a souvent reproché de faire trop de choses. Je crois que ça aide si les professionnels sont en contact entre eux, si ça a du sens pour eux, qu'ils ne se sentent pas en compétition. C'est, à mon avis, c'est le plus compliqué finalement. Qui ne cherche pas à être celui qui est tout puissant, va tout guérir, et qu'un psy puisse s'appuyer sur un ostéo, sur le fait que vous receviez des massages, que vous fassiez du yoga, sur d'autres choses. À mon avis, c'est beaucoup plus intéressant. Mais il faut arriver à coordonner un peu tout ça et pas s'éparpiller non plus. Puis financièrement, ça peut être difficile, quoi. Je vois une question sur est-ce que l'ICV permet de diminuer l'intellectualisation, la rationalisation excessive. Oui, dans la mesure où très souvent, en fait, c'est une façon de ne pas sentir ses émotions. Donc, quand on réinstalle un petit peu de sentiment de sécurité, les émotions deviennent moins dangereuses. Ça peut être très intéressant d'utiliser la méditation par la pleine conscience, à mon avis, aussi dans cette indication-là. Si la personne accroche, c'est hyper intéressant. Voilà, puis je vois toucher et vu, engagement social sont souvent rejetants. On m'a parlé de neurones miroirs face à mon état dissocié qui pourrait désarçonner l'autre. Je suis désolée, Olga, mais je ne comprends pas très bien votre question. Si vous voulez compléter, ce sera avec plaisir. Alors, le livre sur l'ICV, ça dépend si vous êtes psy ou si vous cherchez du grand public, en fait. Parce qu'il y a l'ouvrage de base qui est Pratiquer l'ICV de Peggy Pace. Et après, si vous voulez un petit panorama des applications thérapeutiques, on a fait un bouquin qui s'appelle Applications thérapeutiques de l'ICV. Non, Applications cliniques, pardon, de l'ICV. Et là, vous allez avoir un chapitre sur le trouble de stress post-traumatique, un chapitre sur le traitement des addictions, un chapitre sur l'enfant. Enfin, vous allez avoir pas mal d'exemples cliniques possibles. C'est hyper clinique. Donc, ça peut... voilà, Serge, je vois que vous êtes psy, donc peut-être application clinique de l'ICV. Ça dépend aussi si vous avez envie de plus comprendre les neurosciences, il y aura plus les principes. Merci Aliette qui dit application clinique, très illustrant. Exactement, c'est comme son nom l'indique, plein d'applications cliniques différentes avec des détails de séances de suivi, des témoignages de patients, des commentaires, des déroulés, etc. Donc ça, c'est très, très pragmatique. Et puis après, la question du grand public, ça dépend un peu
quoi? Il n'y a peut-être pas énormément de livres grand public finalement sur l'ICV. Je pense que les stratégies thérapeutiques de l'ICV de Kathy Thorpe, qui est une américaine, c'était traduit vers le français. Et puis pour ce qui est réparation de l'attachement, il y a un livre que j'ai fait qui s'appelle La rencontre de son bébé intérieur. D'ailleurs, je vais passer à la diapo d'après. Donc, vous voyez, il est là. C'est bon, quoi. Si vous pouvez couper votre micro, je ne sais pas qui fait des petits parasites. Hop, voilà, c'est fait. Et donc, sinon, il y a la puissance réparatrice de votre cerveau qui parle un petit peu de l'ICV, mais qui parle surtout de tous ces aspects neurosciences sous-jacents que j'ai développés aujourd'hui, avec des exercices audio en ligne de reparentage. Donc, si vous vous intéressez plutôt au reparentage et à comment on fait cette psychoéducation, finalement, la puissance réparatrice de votre cerveau peut être fait pour vous. Voilà. J'ai mis en haut à droite de cette diapo, si vous avez aimé cette conférence, ce serait vraiment super chouette de faire un don à Revie Héros. Le lien est sur Hello Asso, je vous ai mis le détail, mais sur Hello Asso, vous allez les trouver facilement. Et même juste un petit don symbolique pour le temps qu'ils ont consacré à organiser cette conférence, ce serait vraiment sympa et ça soutient évidemment une cause qui nous est chère à tous, je pense, ici aujourd'hui. Et je vois avec Béatrice qui dit « J'ai travaillé avec le livre Gérer la dissociation d'origine traumatique ». Effectivement, c'est très pragmatique, c'est vraiment plein de techniques pour le patient, pour aider à s'ancrer dans le présent notamment. Et oui, est-ce qu'on demande aux patients de revenir en détail sur le traumatisme? Pas tout de suite, mais au cours de la séance, ça arrive à un moment donné. Voilà. Donc on commence par « Ok, juste la ligne du temps, je vais vous prouver que c'est fini ». Puis une fois que le patient commence à être plus calme, juste à l'idée d'y travailler, déjà il n'a plus de sensations, c'est plus tranquille. Là, il va pouvoir nous dire s'il est capable de nous dire les grandes lignes de l'événement, vraiment juste les grandes lignes dans un premier temps. Mais on respecte vraiment le rythme et l'état émotionnel du patient. Ça, c'est extrêmement important pour ne pas le retraumatiser quand même. Voilà. Puis j'ai mis en premier Le corps n'oublie rien, qui est à mon avis totalement incontournable de Sylvain der Kolk. Oui, il faut garder espoir, et d'autant que je vois le commentaire Béatrice qui dit « J'essaie de garder espoir et de sourire à la vie ». C'est vrai qu'on n'est pas dans une période très facile, d'une façon générale, donc il y a un marasme ambiant voilà, qui n'est pas encourageant, mais je trouve quand même que depuis quelques années, on a de plus en plus accès à pas mal de connaissances. On a aussi un grand changement dans l'état d'esprit de la population, que ce soit vis-à-vis de l'éducation des enfants, vis-à-vis des attentes par rapport à la thérapie. Et ce changement de la base, j'ai envie de dire, de la population et de l'état d'esprit des gens fait que les thérapeutes aussi sont obligés de s'adapter, de se former, de se spécialiser. Et ça, c'est vraiment très, très, très positif. Et il y a encore une dizaine d'années, la notion de dissociation en France, par exemple, et l'aspect neurosciences du trauma n'était quand même pas si connu que ça. Ceux qui connaissaient, qui arrivaient en thérapie CV, c'était que des thérapeutes EMDR. Et puis maintenant, finalement, on a vraiment plein de thérapeutes d'origines différentes qui sont déjà familiers avec ces notions-là. Donc ça, c'est hyper encourageant. Le livre que j'ai fait, Psychothérapie de la dissociation et du trauma, en 2016, je crois. On a fait une deuxième édition en début d'année parce que ça a super bien marché. Donc tout ça, c'est quand même des signes assez encourageants que les mentalités changent et que tous ces... On commence à mieux comprendre finalement ce qui marche en thérapie, et je trouve qu'on part d'une thérapie généraliste à devenir plus des spécialistes et avoir plus une idée de ce qu'on fait, de ce que le cerveau a besoin de recevoir et de comment on a intérêt à le faire. Et du coup, ça nous rend plus précis et plus efficaces. Et ça, c'est super intéressant. Je vois la question que signifie les MENA, c'est les mineurs non accompagnés. Donc, c'est les mineurs d'origine étrangère qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance parce qu'ils sont seuls sur le territoire. Oui, et les pratiques éducatives bougent et voilà, les violences éducatives commencent à plus être si acceptées que ça. Enfin, les VO, je veux dire, ordinaires. Alors, quelqu'un qui dit Olga, j'imagine qu'on vous a dit que vous ne paraissez pas assez naturel. Le fait de poser une manière de ne pas se laisser déborder par certaines émotions, ça donne l'impression de contrôle, c'est vrai.
Et effectivement, la théorie polyvagale, ça aide beaucoup à comprendre ce qui se passe, à décoder le corps du patient en face ou son propre corps et de quoi on a besoin. En fait, c'est pourquoi les confinements nous font tant souffrir, notamment. Merci pour vos merci. Désolée d'avoir été si longue, hein, mais vous étiez aussi plein de questions. Donc, oui, je vais poster la présentation dans le chat. Donc, je vais arrêter de partager et faire cette petite manœuvre pour ceux qui... Alors, je vais voir si ça passe en PDF. Je pense que ça va être nécessaire. Donc, je vous prie de m'excuser, je fais la petite manœuvre pour l'enregistrer en PDF. Voilà. Alors, me revoilà. Et je pose ça. Normalement, c'est en train de vous arriver. Il est un petit peu lourd, donc je ne sais pas si ça ne va pas mettre du temps. Je vais essayer de le mettre en noir et blanc. Oui, ça a l'air un petit peu long. Je vais essayer de compresser un petit peu le document. Voilà, excusez-moi, je l'enregistre sous un autre format pour faire tout ça. Voilà, ça a l'air beaucoup plus léger, donc je pense que ça devrait être plus simple. Et puis, Françoise, du coup, si jamais ça passe pas là, oui, je vois qu'il y a des gens qui disent que ça passe pas par l'iPhone. Du coup, quelle est la procédure pour ceux qui voudraient récupérer le diaporama? Vous leur conseillez quoi? Vous pouvez nous écrire sur Contact, envoyer un mail sur Contact Reviero, je vous marque. Et on vous par mail et on vous communiquera le fichier. Ouais, il est en train d'arriver tranquillement sur le chat. Là, il est à peu près à 3/4 téléchargé, donc ça bouge, mais c'est un petit peu lourd. C'est presque arrivé. Courage. Voilà, ça y est. Normalement, c'est arrivé. J'espère que vous voyez tous sur votre chat. C'est bon? Ceux qui le voulaient, oui. Merci pour le pouce. Ok, bon, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Johanna, c'était très instructif. Tant mieux. Merci à tous pour votre écoute et vos réactions, questions, interventions sur le chat. Alors, des fois, Nadine, ça arrive quand on ne le voit pas, effectivement. Et là, je ne peux rien faire pour vous parce qu'il a bien été envoyé. J'ai des collègues qui ont ça des fois. Donc là, il faudra voir avec Contact, être viré. Voilà.
Merci à tous d'avoir été là. En espérant que vous ayez trouvé ce que vous y cherchez. Il me semble que oui. Bon, et ben voilà. Au revoir à tous. Au revoir, Johanna. Au revoir tout le Bon monde. week-end. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir et bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Oui. Une petite question, le contact at revisero.fr. Bonne question. Sinon, vous pouvez nous, sur la page Facebook de Revisero, vous pouvez nous laisser un message sur Messenger. Vous m'avez entendu? Non, j'ai bien entendu, merci. Donc, la page Facebook de Messenger, ou alors, quelle est l'adresse de contact à Revisero? Adresse mail. Attendez. Je vous l'écris. Ah, ça ne veut pas partir. Voilà. Donc, revisero@gmail.com. Voilà. Merci. De rien. Ok, bon, ben, je vais peut-être couper quand même. Hein. Oui. On est bon là, toutes les infos sont passées. Au revoir et merci beaucoup, Joanne. Ben, ça m'a fait plaisir, je suis ravie. À une prochaine Merci, peut-être. merci Bravo Françoise. oui, Merci bravo pour Françoise tout ce que vous Cosson. faites. Merci beaucoup, c'était vraiment très instructif. Je vous en prie. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.